Bonsoir. Donc vous avez vu en fait les supports sur lesquels je me suis appuyée pour préparer cette conférence. Donc les 7 kilos de rapports du GIEC publiés entre 2018 et 2023, les rapports les plus récents du Haut Conseil pour le climat. Et puis j'ai rajouté quelques ressources grand public, comment interroger en langage courant les rapports du GIEC grâce à une intelligence artificielle, ou bien des ressources pour enseignants, pour l'éducation, qui s'appuient en fait sur ces rapports du GIEC. Et un immense merci à tous ceux qui ont organisé cette conférence. Merci de venir un lundi soir pour y participer. Donc je l'ai intitulé « Enjeux de transformation, pourquoi ?» Donc vous avez là l'évolution d'un des indicateurs clés de l'état du climat planétaire, qui est pertinent pour refléter l'état du système climatique, passé, présent et futur, et aussi pour un ensemble d'impacts qui dépendent directement du niveau de réchauffement planétaire. Donc c'est le changement de température à la surface des continents et de l'océan. Une année, une barre, depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui. Donc le réchauffement qui a déjà eu lieu. Et puis ensuite, en fonction des choix qui vont être faits ou pas, des émissions de gaz à effet de serre extrêmement élevées ou extrêmement basses, peu plausibles aujourd'hui, ou un scénario intermédiaire qui ressemble aux politiques publiques actuellement mises en œuvre. Quelle est aujourd'hui notre meilleure estimation de ce que sera la réponse du climat au cours du siècle à venir? Alors juste un mot sur les sciences du climat. Elles se sont construites depuis des siècles par les observations, par la compréhension physique, chimique, biologique des processus, par les progrès aussi de la modélisation à base physique, ces modèles de climat, atmosphère, océan, surface des continents, et puis à côté la partie glace, qui en fait permettent de comprendre les changements passés, qui permettent de comprendre les changements actuels dans un système complexe, et puis pour lesquels on teste en permanence la confiance qu'on leur accorde, et donc la confiance qu'on peut accorder à ces projections, qui sont contraintes par les connaissances issues des climats passés. Et vous voyez que pour humaniser cette figure, on a ajouté des personnes nées à des moments différents. Un enfant qui naît aujourd'hui, au cours de sa vie, aura 2 à 7 fois plus de chances de subir des événements extrêmes par rapport à une personne née dans les années 1960, dans un climat qui se réchauffe. C'est une des dimensions importantes de ce qu'on peut considérer comme la justice climatique, qui est celle de la justice entre générations. Pourquoi des enjeux de transformation? Nous devons tous faire avec ce climat qui change. Si nous ne nous y préparons pas, nous subirons des transformations. Nous subirons les conséquences, nous ne serons pas résilients, nous devrons faire avec un risque très important d'augmenter les inégalités entre ceux qui sont très exposés, très vulnérables, et puis ceux qui ont davantage de capacités dans des endroits moins directement concernés. Nous pouvons aussi choisir des transformations qui vont agir sur les causes, les émissions de gaz à effet de serre. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, on peut réussir dans la deuxième moitié de ce siècle à stabiliser le réchauffement et les conséquences qui en dépendent directement, pas la montée du niveau de la mer qui se poursuivra. Et puis le deuxième volet, c'est anticiper les conséquences. Que veut dire ce climat qui change? Qu'est-ce qu'il va impliquer dans chaque territoire? Comment l'intégrer pour que ce qu'on met en place aujourd'hui, nos sociétés, soient plus résilientes et aussi plus solidaires? Donc c'est ce que j'appelle enjeu de transformation. Alors on va partir côté français. En quoi est-ce que cela concerne les personnes, les écosystèmes qui vivent ensemble en France? Donc par rapport au réchauffement planétaire, il n'est pas uniforme. Il est plus prononcé au-dessus des continents qu'au-dessus de l'océan. Et il est particulièrement prononcé au-dessus de l'Arctique. En France, le réchauffement observé en métropole est quasiment 2 fois plus important que la moyenne planétaire. On a atteint des années records en 2022 et en 2023 au niveau français. La France, elle est particulièrement exposée. On a 2/3 des communes, 2/3 des personnes en fait, qui vivent dans des endroits, c'est la petite carte en haut, qui sont considérés comme fortement ou très fortement exposés à un ou plusieurs risques climatiques. Si l'on regarde ces dernières années, 2022, vous vous souvenez de la sécheresse très intense qui a touché cette région, 3 vagues de chaleur, une forte surmortalité, des conditions sèches qui ont sapé la production agricole,
l'approvisionnement en hydroélectricité, l'approvisionnement en eau de nombreuses communes, et également des effets sur les écosystèmes aquatiques, sur les forêts. On a une forte augmentation de la mortalité des arbres. On estime qu'on a 8 à 15% d'arbres dépérissants dans les forêts françaises. Et puis des vagues de chaleur marine qui affectent également les activités de pêche ou d'aquaculture. Et puis un climat qui se réchauffe, c'est un climat avec un cycle de l'eau plus intense, plus variable. Donc lorsqu'on a une période de manque de pluie, par l'évaporation qui augmente, la sécheresse augmente. Et un climat plus chaud dope la quantité d'eau que l'atmosphère peut contenir, 7% en plus par degré de réchauffement. Donc 2023, des records de précipitations, notamment du côté du Pas-de-Calais, avec des inondations très graves, des dizaines de milliers de personnes qui ont dû être déplacées, et en même temps des records de sécheresse à Mayotte, avec des ruptures d'approvisionnement en eau potable qui touchent à la dignité basique humaine lorsqu'on n'a pas d'eau au robinet, ou bien du côté des Pyrénées-Orientales, très compliqué à gérer, notamment pour toutes les cultures d'arbres, avec parfois l'obligation d'arracher des arbres, ce qui est atroce pour les producteurs. Du côté, par exemple, de Cayenne, en Guyane, on voit une augmentation des inondations chroniques à marée haute par beau temps, par ciel clair, une des conséquences de la montée du niveau de la mer. Et lors d'une dernière tempête à Saint-Pierre-et-Miquelon, le record de niveau marin lors de la tempête a été encore plus important parce que le niveau de la mer monte. Et on a eu des effets d'érosion sur certaines infrastructures avec des projets en fait, de repli stratégique. Donc ce sont quelques exemples qu'on a en France, qu'on voit partout dans le monde. Et donc, on voit qu'on a cet enjeu des risques climatiques qui s'aggravent et qui, en fait, touchent durement les activités économiques des secteurs les plus exposés, mais aussi la population et les entreprises. Donc les effets les plus directs, c'est les effets pour la santé liés à la chaleur, avec une surmortalité importante. Les effets sur la production agricole encore cette année, en 2024, des rendements qui sont très bas pour un certain nombre de cultures. Les effets indirects avec les vecteurs de maladies, les petits moucherons qui arrivent avec les hivers plus doux et transmettent un certain nombre de maladies pour les bovins, pour les ovins d'élevage. Des vulnérabilités spécifiques, je pense notamment aux enfants. Les enfants, en fait, qui sont très fragiles face aux vagues de chaleur, qui sont particulièrement fragiles en cas d'inondation, souvent ne sachant pas encore nager pour les plus petits. Et puis, les discontinuités d'accès à l'école pour les enfants qui vivent dans des zones particulièrement exposées, qui sont une perte de chance. Vous avez peut-être noté avec la tempête Kirk, et à nouveau, du fait de pluies intenses, des inondations graves, qu'on a encore eu des crèches, des écoles, des EHPAD et des hôpitaux évacués. Et ça pose vraiment la question de la capacité à regarder ces vulnérabilités et agir pour protéger les plus fragiles. Les incendies de forêt, qui sont une conséquence des conditions particulièrement chaudes et sèches, en France comme ailleurs dans le monde, ce n'est pas ça qui déclenche l'incendie, mais ça le rend plus intense lorsqu'on a ces conditions très chaudes et très secs, ont montré des limites de capacité d'intervention dans plusieurs régions françaises, y compris en Bretagne, comme pour les questions d'habitabilité de certains territoires. Je pense notamment aux épisodes récents dans les Alpes, où vous avez des pluies intenses qui entraînent un débordement de lacs, des glissements de terrain à grande échelle, et qui posent la question de déplacement, dans certains cas, de certaines communes dans ces zones très exposées. La question se pose aussi pour les zones de basse terre, pour un certain nombre de littoraux très sujets à l'érosion. Les coûts ne font qu'augmenter et posent la question des limites à l'assurabilité. Vous le savez, un nombre croissant de communes est confronté à la difficulté de pouvoir s'assurer. Aux États-Unis, les assureurs privés sont sortis en Floride ou en Californie du fait de fournir des assurances pour les risques feux de forêt ou les risques inondations. Si vous n'êtes pas assuré, en cas de dommages majeurs, vous perdez tout. Et donc, c'est un enjeu extrêmement important sur le risque d'augmenter profondément les inégalités. Donc, c'est un contexte grave. Je pense que le constat est très clair. Néanmoins, donc, ce qui est important de voir, c'est cette dynamique où, depuis 10 ans, en France et dans le monde, l'action pour le climat monte en puissance. Depuis 10 ans, en fait, avant l'accord de Paris jusqu'à aujourd'hui.
Donc on a une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre en France, comme dans une vingtaine de pays. On sait ce qui fonctionne dans les politiques publiques de décarbonation, d'efficacité énergétique, d'innovation, mais aussi de maîtrise de la demande. Et la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont déjà dans le périmètre de politiques publiques. On a des progrès dans la planification de l'adaptation lorsqu'on est touché par un événement, on en tire les leçons et on se prépare au cas où le même événement revienne. Mais vous voyez que c'est réactif, ce n'est pas suffisamment par anticipation. Et l'exemple que je vais donner, c'est là où je travaille. On a une petite rivière qui s'appelle l'Yvette, qui déborde facilement. Tous les aménagements hydrauliques ont été faits en regardant dans le rétroviseur, comme partout en France. Donc on a eu l'événement qui dimensionne les aménagements hydrauliques, c'est quelle est la pluie, l'intensité de pluie qui a un temps de retour dans le climat passé d'à peu près 20 ans, typiquement 50 mm en 24 heures. Eh bien, avec la tempête Kirk, on a eu 100 mm en 24 heures. Ça a débordé, on a atteint encore des records de débit et encore une fois des dommages liés aux inondations. Donc l'adaptation réactive, c'est regarder dans le passé. L'adaptation qui permettra d'être résilient, c'est celle où on rentre les caractéristiques à venir pour en tenir compte avant d'être touché. Et vous voyez ce décalage, comme dans les normes thermiques pour les bâtiments, qui intègrent la canicule de 2003, mais pas les caractéristiques qu'elle aurait aujourd'hui, ça pourrait être 4 degrés de plus qu'en 2003, ni celles de demain, avec l'intensité à venir. Donc malgré ces progrès, et avec des flux financiers qui restent insuffisants, et les débats parlementaires sur la situation budgétaire en est un exemple, comme partout dans le monde, donc ce que l'on voit, c'est que le rythme, l'ampleur des actions qui sont mises en œuvre, même si cela avance, même si on a évité d'émettre 4 à 8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, reste insuffisant pour limiter la poursuite du réchauffement et l'escalade des risques liés au changement climatique. Alors c'est illustré ici avec l'évolution dans le monde depuis 1850 des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout ramené en équivalent CO2 sur 100 ans pour faire simple. Donc la première chose à noter, c'est ce qui pèse le plus, c'est le CO2 émis lorsqu'on brûle du charbon, du pétrole et du gaz, plus celui qui vient de la déforestation ou de la destruction de tourbières, en violet et en vert. Vous voyez également que le rythme de hausse avait été très fort et se ralentit. Qu'est-ce qui permet de le ralentir? C'est notamment les gains d'efficacité énergétique et la décarbonation de la production d'électricité ou de chaleur dans le monde. Et ce qui tire à la hausse, c'est l'augmentation de la population et l'augmentation de la richesse par habitant, qui entraîne davantage de consommation. Ce qu'on note également, c'est que dans l'ensemble, sur tous les gaz à effet de serre, ce qui pèse le plus pour 3/4, ce sont les énergies fossiles, donc CO2 quand on les brûle et fuite de méthane. Le deuxième facteur qui tire à la hausse les émissions, c'est l'industrie, et notamment la demande de matériaux de base dans le monde, y compris pour l'urbanisation. Enfin, le système alimentaire mondial dans son ensemble, il représente, mais avec des énergies fossiles et des changements d'usage des terres, à peu près 1/3 de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que ça concerne tous les domaines d'activité. Et finalement, cette situation d'émissions croissantes de gaz à effet de serre qui s'accumulent, la moitié des émissions chaque année s'accumulent dans l'atmosphère. Alors j'ai une erreur sur mon chiffre, ce n'est pas 55 qu'il faut lire, mais 45, je m'en excuse. Donc chaque année, à peu près la moitié des émissions dues aux activités humaines de CO2 restent dans l'atmosphère. On en a à peu près 30% qui sont repris naturellement par la réponse de la végétation et des sols. Donc ce n'est pas nos activités, c'est ce qu'on appelle un puits naturel de carbone. Mais ce puits de carbone, il est contraint. Et plus le climat change, plus on va avoir des conditions chaudes et sèches, voire des incendies, plus il sera fragilisé. Les feux de forêt au Canada ont rejeté en 2023, en un an, autant de CO2 que l'Inde. Enfin, à peu près 1/4 rentre dans l'océan. Ça conduit à son acidification et donc des effets complexes sur la chimie de l'eau de mer et puis certains écosystèmes qui dépendent de cette chimie de l'eau de mer pour construire leur squelette ou leur structure. Donc la chose importante à retenir, c'est qu'on perturbe à l'échelle planétaire le cycle du carbone, les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et ensuite ils vont
modifier le bilan d'énergie de la Terre, il crée un déséquilibre qui conduit à une accumulation de chaleur amplifiée par un ensemble de mécanismes de rétroaction dans le fonctionnement du climat. Plus chaud, plus de vapeur d'eau, plus d'effet de serre de la vapeur d'eau, moins de neige, moins de glace, moins d'effets miroirs, plus de réchauffement, etc. Alors, cette situation, c'est vraiment le choix d'une vision d'un monde ressources. C'est nos choix de société historique, de développement, où on va utiliser des énergies fossiles non renouvelables qui conduisent à ces situations, des changements d'usage des terres qui conduisent à détruire des écosystèmes comme des forêts primaires, par exemple, mais aussi des modes de consommation, de production, des styles de vie ultra-consommateurs et qui entraînent cette pression sur les ressources. Dans le monde, 10% des ménages les plus aisés sont responsables d'environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. C'est hétérogène entre les pays qui se sont industrialisés plus tôt émettent davantage, mais c'est aussi hétérogène dans chaque pays, en fonction des catégories de revenus. Et de l'autre côté, la moitié de la population mondiale n'a quasiment rien émis, historiquement ou aujourd'hui, par personne, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Cette partie de la population mondiale, elle a un besoin d'accès à des services de base pour vivre dignement. L'énergie, l'éducation, la santé, l'eau. Et donc on a aussi sur cet enjeu de transférer les technologies les plus performantes pour permettre que ce développement, qui est nécessaire pour le bien-être humain, se fasse avec les techniques les plus modernes, les plus propres, pour éviter d'ajouter encore plus de gaz à effet de serre à venir. Et cette partie de la population mondiale vit aussi souvent dans des contextes hautement vulnérables par rapport aux risques climatiques. C'est l'autre facette de la justice climatique, des responsabilités inégales, des vulnérabilités inégales également. Alors si on prend l'extrapolation des politiques publiques actuelles, on irait vers une légère hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030 et encore par la suite, avec des tendances contrastées selon les pays. En Europe, on a déjà engagé une baisse nette, c'est aussi le cas aux États-Unis depuis 2005, et la Chine est tout proche de son pic d'émissions, elle s'est engagée à l'atteindre avant 2030, et plusieurs observateurs suggèrent que c'est imminent. Et ça continue à augmenter ailleurs. Si on prend en compte les promesses qui avaient été faites dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, ça pourrait engager une légère baisse cette décennie. Et les engagements de la COP28, notamment doubler le rythme de gain d'efficacité énergétique, tripler dans le monde le déploiement des renouvelables, cet engagement à lui seul permettrait d'enlever à peu près 10% des émissions liées aux énergies fossiles, si ces promesses sont tenues. Alors, un mot sur l'évolution du climat planétaire. Donc, on rajoute des gaz à effet de serre, on perturbe les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, et ça conduit à une accumulation de chaleur. Sur ce surplus de chaleur qui s'accumule, 1% c'est au réchauffement des basses couches de l'air, 5% le réchauffement de la surface des terres, 3% est converti en fonte du manteau neigeux, des glaciers, de la banquise arctique, du Groenland ou par en dessous au contact de l'océan de certains secteurs de l'Antarctique. Donc cette glace qui a été stockée sur les continents, glaciers, Groenland et Antarctique, rejoint l'océan et contribue, c'est maintenant le facteur dominant de la montée du niveau de la mer, en plus de l'océan qui lui capte 90% de la chaleur supplémentaire et gonfle. Donc ce service que nous rend l'océan, qui capte 90% de la chaleur, ça limite le réchauffement en surface, mais ensuite ces masses d'eau plus chaudes, d'abord font monter le niveau de la mer, entraînent des canicules marines plus fréquentes, affectent la vie marine, la moitié des espèces étudiées sur Terre et en mer se déplacent. On a déjà une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques. Et puis, dernière chose, ça le rend irréversible parce que cette chaleur, elle va être restituée à l'atmosphère pendant longtemps. Et donc, c'est très compliqué de revenir en arrière par rapport au réchauffement qui est déjà là. Il va se maintenir par cet effet d'accumulateur. Alors, si on regarde l'indicateur de tout à l'heure, le changement de température à la surface de la Terre, je vous ai mis les données les plus récentes avec tous les centres qui traitent ces observations. Donc depuis 1970 jusqu'à 2023, et puis 2024, les estimations incomplètes,
c'était basé seulement sur la moitié de l'année. Et donc ce que l'on voit, c'est ce réchauffement qui se poursuit avec des records de température 2023-2024 qui atteignent, pour une année donnée, déjà 1,5 degré de plus que le climat pré-industriel. Ça ne veut pas dire qu'on est à ce niveau-là de réchauffement. Quand on parle de réchauffement planétaire, c'est vraiment en moyenne sur une vingtaine d'années. Ce n'est pas les fluctuations d'une année à l'autre. C'est atteint une première fois, notamment parce qu'on a un événement El Niño dans les tropiques. Ce sera atteint par la suite une autre fois et de plus en plus souvent. Et on estime que vers les années 2030, ce sera 2030-2035, ce sera une année sur deux. Et ça montrera qu'on est dans un niveau de réchauffement planétaire au sens climat d'1,5 degré. Alors ce réchauffement, c'est une rupture. Là, vous avez la comparaison des données récentes aux reconstitutions à partir des archives naturelles passées du climat sur les derniers 2000 ans. Donc le rythme, l'ampleur est inédite. Pareil, le recul des glaciers est inédit sur plus de 2000 ans dans le monde. La montée du niveau de la mer est inédite sur plus de 3000 ans, les 20 cm de plus. Si l'on regarde du côté de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, là, il faut remonter plus de 2 millions d'années en arrière pour trouver une période géologique avec ce niveau dans l'atmosphère qu'on reconstitue en brûlant les énergies fossiles. Alors, comment on établit que le réchauffement planétaire est la conséquence des activités humaines? On a deux méthodes. Une méthode qui analyse comment chaque facteur affecte le bilan d'énergie de la Terre, on le quantifie, et on quantifie la réponse du climat, et on évalue chaque facteur. Une deuxième approche qui est présentée ici consiste à simuler l'évolution du climat en partant en 1850, en ne prenant en compte que les facteurs naturels, soleil, volcan. C'est ce qui est présenté ici en vert. Ensuite, en ne prenant en compte que les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui est présenté en orange. En ajoutant en bleu uniquement l'effet des particules de pollution qu'on émet lorsqu'on brûle, notamment ces combustibles fossiles. Et puis l'effet net de tous les facteurs qui est représenté par l'enveloppe grise. Donc vous voyez qu'en prenant en compte tous les facteurs, on explique pas simplement le réchauffement, mais l'ensemble de ses caractéristiques. Et enfin, quand on compare le réchauffement observé, notre estimation de la part due aux facteurs naturels est quasiment zéro. Rien n'explique cette accumulation de chaleur dans le climat sur le temps long. Et notre estimation du poids de l'influence humaine est égale à ce qui est observé. Pour les gens dans mon domaine, c'est une évidence. Mais quand je pose la question à des voisins, des amis, des élus, souvent ils me disent on pense que l'influence humaine sur le climat, c'est une pitchounette, c'est peut-être 20%, peut-être 50%. En fait, non. Aucun facteur naturel n'explique l'accumulation de chaleur dans le système climatique. Et du coup, c'est entre nos mains. Alors, juste pour préciser, quand on regarde le niveau de réchauffement observé, cette fois en orange, et la partie qu'on attribue à l'influence humaine, vous voyez que la tendance de long terme, elle est modulée par les variations spontanées des échanges entre l'océan et l'atmosphère d'une année à l'autre. Donc au début des années 2010, plusieurs années qu'on appelle la Niña de suite, le réchauffement observé semblait marquer le pas. Certains ont parlé de hiatus, ont indiqué que le réchauffement s'était arrêté. C'est faux, en fait. Le déséquilibre se poursuivait, l'accumulation de chaleur se poursuivait, mais c'était masqué en surface. Mais on le voyait très bien dans l'océan, par exemple. Et quand on regarde 2023 ici, il n'y a pas encore 2024 qui est encore plus chaud, certains pensent que c'est hors de contrôle, qu'on a une accélération du réchauffement. En fait, non. C'est cette même variabilité naturelle qui se superpose, parfois en jouant dans le sens opposé, sur 1 an, 2 ans, parfois en jouant dans le même sens. Et on n'a pas d'indice clair pour le réchauffement d'une réponse du climat qui s'amplifie dans le temps. On n'a pas de signal d'accélération de la réponse. Notre perturbation augmente et la réponse du climat augmente en fait. Là où on a une accélération, c'est sur la montée du niveau de la mer, donc qui a monté de 20 cm depuis 1900, qui montait au rythme d'à peu près 2 mm par an dans les années 90. Et là, vous voyez que le rythme est de plus en plus important. J'ai pris les données les plus récentes cet après-midi. Et donc, le rythme actuel est autour de 4 mm par an sur cette montée du niveau de la mer. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, on le voit en France, on le voit partout dans le monde,
un climat plus chaud dope un certain nombre d'événements météorologiques et climatiques extrêmes. Un hexagone, c'est une région du monde. Nous, on est en Europe de l'Ouest, c'est WCE. En dessous de nous, c'est la Méditerranée Med. J'espère que vous vous repérez sur cette carte du monde qui permet de voir aussi en fait, les petites îles du Pacifique d'une autre manière que les cartes habituelles. Donc toutes les régions en rouge, c'est là où on est certain, les pointillés, c'est les degrés de confiance, que le changement climatique dû aux activités humaines entraîne des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. En ce qui concerne les sécheresses agricoles, donc là c'est dû au fait que l'évaporation, la transpiration augmente dans une atmosphère plus chaude et aussi au fait que la circulation de grande échelle change et entraîne moins de pluie dans les régions méditerranéennes. Vous voyez les régions en jaune où on discerne une intensification des sécheresses. Il y en a d'autres qui se sont ajoutées depuis sur les études des sites que j'ai mentionnés. Et enfin, sur les épisodes de pluie extrême, l'atmosphère peut contenir 7% de pluie en plus par degré de réchauffement. Vous voyez apparaître en vert toutes les régions où le signal est clair, et c'est notamment le cas au nord de l'Europe, avec des études récentes qui ont porté sur la tempête Boris, vous savez, qui a touché l'Europe centrale, sur les ouragans Hélène et Milton, et puis sur la tempête Kirk, qui à chaque fois souligne qu'on peut avoir de l'ordre de 5 à 20% de pluie en plus par rapport au même événement s'il s'était produit il y a une cinquantaine d'années. Alors ce climat qui change, il affecte les activités humaines, il affecte également les écosystèmes. Donc les effets sur la croissance des arbres, la mortalité d'arbres, les dépérissements de forêts sont de plus en plus observés. L'année dernière, c'était le 4e épisode de blanchissement des coraux tropicaux qui sont particulièrement vulnérables, qui expulsent les algues avec lesquelles ils vivent en symbiose. Et du coup, quand on a des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, en fait, au bout d'un moment, ça va filtrer uniquement parmi tous ces coraux ceux qui ont une tolérance à la chaleur. Donc c'est une perte en fait, de diversité biologique qui se produit graduellement. C'est un des aspects qui est très visible ici. Et donc les coraux, ils permettent de protéger les côtes de l'érosion. Ils jouent un rôle important de reproduction de la vie marine. Ils permettent aussi d'avoir une activité touristique, notamment pour des petites îles tropicales. Et puis pour moi, c'est aussi une partie de la beauté du monde qui est menacée, en fait, d'une autre manière. Donc globalement, on observe une généralisation d'impacts et de pertes et de dommages qui peuvent être contrastés selon les régions et qui touchent les rendements des cultures, les pénuries d'eau, l'élevage, les pêcheries et l'aquaculture. En termes de santé, on a les effets directs sur la chaleur, mais également les traumas en termes de santé mentale après des événements extrêmes et notamment des déplacements contraints, inondations ou feux de forêt. On a également, lors des inondations, des maladies infectieuses qui sont plus présentes. On a également, sur ce qui est le plus coûteux, c'est vraiment les inondations ou les cyclones tropicaux de forte catégorie dont la proportion augmente et qui entraînent des dommages aux infrastructures et parfois des dommages économiques qui vont persister jusque 10 ans, voire davantage, après les événements sur des petites communautés. Donc par rapport à ces impacts et dommages, ils sont dus à ces facteurs climatiques générateurs d'impact, en plus de ceux que je décrivais tout à l'heure, qui en fait vont s'accroître pour chaque incrément de réchauffement planétaire supplémentaire. Donc en Europe, on a une adaptation qui progresse, je le décrivais tout à l'heure, mais qui demeure insuffisante par rapport à la rapidité des changements. Et puis une autre chose notable, c'est que l'accroissement des forêts en France stockait à peu près 7% de nos émissions de carbone chaque année, donc notre puits de carbone de forêt gérée. Mais du fait de l'augmentation de la mortalité des arbres, de dépérissement, de moindre croissance et puis d'une utilisation plus forte des produits du bois, on en a perdu à peu près la moitié sur une dizaine d'années. Et puis enfin, j'ai rajouté quelques vecteurs de maladies donc, qui se déplacent notamment avec les hivers plus doux. On sait qu'on a une augmentation en fait, de la charge virale ou de bactéries dans les tiques. On a le moustique tigre qui s'installe confortablement partout et qui est vecteur de maladies comme le West Nile ou bien la dengue en Europe et en France de plus en plus. Et puis le petit moucheron culicoïde qui est vecteur de maladies pour les animaux d'élevage. Et ça, c'est des effets indirects, mais qu'on peut relier à l'effet des hivers plus doux et qui vont jouer sur les écosystèmes. Alors si on se projette vers l'avenir,
à quoi s'attendre? Ça va dépendre des choix qui vont être faits. Donc, les changements socio-économiques vont affecter les facteurs, les secteurs d'activité, les facteurs d'émissions de gaz à effet de serre, en fonction ou non des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les politiques d'atténuation. Ensuite, ça va entraîner une réponse du climat avec toutes les boucles de rétroaction, du cycle du carbone. C'est ça qui va faire le niveau de réchauffement planétaire à venir. Et ensuite, dans chaque région, ça va affecter un ensemble de facteurs climatiques dont on sait aujourd'hui qu'ils sont générateurs d'impact, qui sont des aléas. Et ensuite, ces aléas vont interagir avec notre capacité à réduire ou pas les vulnérabilités à l'exposition. Plus on met des maisons en zone inondable, plus c'est prévisible qu'il y aura des dommages importants. Ce sont en fait nos réponses en termes de gestion de risque, d'adaptation, qui vont aussi déterminer l'ampleur des conséquences, des impacts qui auront lieu à travers les politiques d'adaptation. Et donc, en fait, on est sur des interactions multiples en fait, entre les choix de société, entre les évolutions économiques et puis l'ampleur des conséquences supplémentaires ou évitées. La chose la plus importante à retenir, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le premier facteur qui va déterminer le réchauffement futur, c'est le cumul des émissions de CO2 dans le monde à venir. Malgré la complexité du fonctionnement des transferts de rayonnement, du bilan d'énergie de la Terre, on n'a fait qu'affiner les connaissances par rapport à cette relation étroite, cumul des émissions de CO2 dans le monde, niveau de réchauffement. Donc on a déjà émis, vous voyez, 2500 milliards de tonnes de CO2 historiquement dans le monde. Et puis ensuite, les évolutions futures vont dépendre des trajectoires à venir d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Là, on les montre seulement à horizon 2050, parce qu'au-delà, c'est plus incertain. Si on est dans un monde plus de 2 degrés plus chaud, on est moins certain de la capacité de l'océan, de la végétation et des sols à stocker toujours plus de carbone. On sait qu'on perd à peu près un quart des sols gelés de l'Arctique, par exemple, par degré de réchauffement. Et donc ça risque d'ajouter aussi un peu de gaz à effet de serre supplémentaire en plus des nôtres. Donc c'est pour ça, là, on s'arrête en 2050. Donc la chose positive, vraiment positive, c'est que dans l'état des connaissances d'aujourd'hui, si on met les émissions de gaz à effet de serre à zéro, notamment de CO2, il n'y a pas de réchauffement supplémentaire. J'entends parfois des gens me dire « mais c'est l'inertie du climat qui fait qu'on ne peut pas limiter le réchauffement à venir ». Non. Si on mettait les émissions à zéro, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. D'où elle vient l'inertie? Une voiture, on va l'utiliser pendant 15 ans, voire plus. Un chauffage à gaz, une centrale thermique. L'inertie, en fait, elle vient de nos infrastructures et des effets de verrouillage sur notamment l'utilisation d'énergies fossiles qui rend compliqué de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le point important. Ce qui va façonner la réponse du climat à venir, ce n'est pas la réponse aux émissions passées, c'est notre capacité à décarboner, à transformer nos infrastructures, à réduire notamment notre utilisation d'énergie fossile, rapidement ou pas. Et enfin, donc, ce constat scientifique, on peut le traduire. L'accord de Paris il vise à contenir le réchauffement largement sous 2 degrés, avec l'aspiration à le limiter à 1,5 degré. C'est comme ça qu'il a été formulé, pour éviter des risques dangereux pour un certain nombre d'activités humaines. En fait, on peut traduire ça par marge de manœuvre qui nous reste. Donc la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est l'équivalent de 6 ans d'émissions au niveau actuel. Donc si les émissions mondiales ne restent qu'au niveau actuel, on sait qu'après cela, on va dépasser 1,5 degré de réchauffement. Si par contre les émissions baissent, on peut l'interpréter différemment. Donc c'est pour ça que la stratégie nationale bas carbone de la France, qui est en cours de réactualisation, qu'on attend assez impatiemment, elle est construite avec des cibles qui sont des budgets carbone à tenir par période successive de 4 ans. C'est une manière dont ce constat scientifique, finalement, on va le traduire en termes d'objectifs, on va dire, de politique publique. Alors ça, c'est la même figure que celle du début avec le code-barre, mais bon, version un peu plus complexe. Donc là, ce qu'on voit, c'est différentes trajectoires qui balaient tout un large spectre possible,
d'émissions futures de CO2, des trajectoires de très forte baisse en bleu, le scénario intermédiaire de tout à l'heure en jaune, et des trajectoires de hausse forte ou très forte. Bonne nouvelle, du fait des politiques publiques déjà mises en œuvre, les trajectoires de très fortes émissions de gaz à effet de serre, notamment tirées par l'utilisation de charbon croissante, sont moins plausibles. D'accord ? Donc on a déjà réussi à obtenir cela. Si on prend la trajectoire en jaune, qui est l'extrapolation du rythme actuel d'action, on obtient une réponse du climat proche de la courbe jaune, donc ça dépasse 1,5 degré la prochaine décennie, 2 degrés vers 2050, et on est proche de 3 degrés, avec une plage d'erreur assez large en fait, qui peut être de l'ordre d'1 degré en plus ou en moins en fin de siècle. Si par contre on arrive à rehausser l'ambition, à réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre en tenant les engagements qui ont déjà été pris et en allant au-delà, dans ce cas-là, vous voyez par exemple la courbe bleu foncé, on voit en fait sur 20 ans le rythme de réchauffement qui graduellement se stabilise, et quand des émissions de CO2 net zéro sont atteintes, alors le réchauffement se stabilise. Ce que vous voyez également sur la courbe bleu clair, c'est une trajectoire où on va vers des émissions nettes négatives. D'accord ? En dessous de zéro. Ça veut dire en fait que l'ensemble des activités humaines, au lieu de rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère comme une poubelle, fait le ménage. Ça, c'est le pari que les jeunes générations d'aujourd'hui vont engager une décarbonation forte, s'adapter à un climat qui change et en plus être capables de déployer un ensemble de leviers d'action qui aujourd'hui ne sont pas mûrs, dont on n'est pas certain du coût ou de la faisabilité, pour ensuite faire le ménage, c'est-à-dire enlever du CO2 et le stocker à long terme. Il y a un article dans Le Monde cette semaine qui décrit l'état des connaissances d'une manière assez jolie, où la journaliste du Monde elle a trouvé comme expression le mirage. D'accord ? C'est le mirage qu'après un dépassement, donc dans la courbe bleue un peu au-dessus d'1,5 degré, sur la fin du siècle, on puisse revenir en arrière. Pourquoi c'est un mirage ? Parce qu'on n'a aucune certitude de la capacité à le faire à cette échelle-là. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'adaptation ? Ça veut dire sur la période à horizon 2050, il faut se donner une plage de prudence, ça va venir vite, et donc miser sur une trajectoire mondiale 2 degrés 2050, ça a un sens pour éclairer les stratégies d'adaptation à court terme. Au-delà, après c'est un pari. Donc si on prend la trajectoire en jaune, se préparer à 3 degrés 2100 dans le monde, ça semble du bon sens, sachant qu'on va construire des trajectoires d'adaptation successives et qu'on pourra les réactualiser en fait à mesure des progrès des connaissances. Alors ce que je voulais également mentionner, moi je suis paléoclimatologue au départ, je travaille sur les climats passés, c'est à quel point ces changements qu'on observe et à venir sont une rupture par rapport aux variations passées. Donc là je vous montrais les changements depuis 1850, les projections. Là, on les regarde par rapport aux derniers millions d'années. Les grandes variations glaciaires interglaciaires. En fait, le rythme maximum de changement, c'était 1 degré par 1000 ans. Vous voyez à quel point on est déjà sur un rythme très rapide. Et sur les périodes chaudes passées, elles étaient au maximum d'1,5 degré de plus que le climat pré-industriel. On peut en sortir, en fait, dans moins de 30 ans. Vous voyez un peu l'ampleur de la perturbation. Et si on regarde le niveau de CO2 dans l'atmosphère, vous voyez qu'il est déjà inédit sur plus de 2 millions d'années et que selon les trajectoires à venir, on sera également sur des plages extrêmement différentes de ce qui a façonné l'évolution du vivant au cours des derniers millions d'années. Cette vitesse des changements, elle est importante aussi par rapport aux capacités d'acclimatation des écosystèmes, aux vitesses de déplacement des espèces. Et c'est cette vitesse qui va peser fortement sur la réponse du vivant. Donc à retenir, en fait, plus le niveau de réchauffement au niveau planétaire monte, plus ça aura des conséquences sur le climat moyen dans chaque région. Et donc à l'avenir, le réchauffement continuera à être plus prononcé au-dessus des continents, près de l'Arctique, que la moyenne planétaire. En ce qui concerne le cycle de l'eau, il va être plus intense et plus contrasté. Donc, dans les moussons, dans les régions froides,
lors des tempêtes, on s'attend à avoir plus d'alimentation d'humidité dans un climat plus chaud. Ça augmente les précipitations avec les gaz à effet de serre. Mais on a également des changements dans la circulation de l'atmosphère à grande échelle qui vont entraîner des descentes d'air plus secs dans les régions de climat méditerranéen, où une des conséquences du réchauffement, c'est en fait une baisse des précipitations en moyenne annuelle. Donc en moyenne annuelle, des effets contrastés dans les régions méditerranéennes par rapport à d'autres régions. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Ça veut dire si on va vers 2 degrés dans le monde, 2050, ça veut dire un réchauffement de l'ordre de 2,7 degrés en métropole. Ça veut dire que le climat moyen aura le niveau de température des années records 2022-2023. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper ce que seront les années records qu'on n'a pas connues de ces années 2050. C'est ça ce que ça veut dire, juste un réchauffement d'1 degré de plus qu'aujourd'hui, quasiment au niveau mondial. En fin de siècle, 3 degrés au niveau planétaire, ça veut dire un réchauffement de 4 degrés en France. Donc il y a dans le plan national d'adaptation au changement climatique que l'on attend, un aspect qui est intéressant, qui est construire une trajectoire de référence pour l'adaptation, donc qui irait vers 4 degrés de réchauffement en métropole, et qui vise à fournir une description de ce que l'on peut anticiper d'évolution du climat moyen, saisonnier, des événements extrêmes par région française, pour que justement on puisse l'intégrer dans la décision d'aujourd'hui quand on dimensionne des bâtiments pour le confort thermique ou l'aménagement en zone inondable pour renforcer la résilience, par exemple. Donc c'est pour ça que je dis que certains référentiels sont obsolètes et qu'il faut intégrer ces caractéristiques à venir. Et pour cela, il y a besoin d'un outil juridique et cette trajectoire de référence, en fournissant des données qui sont l'état des lieux scientifique, peut en être un. Pour l'instant, on n'a pas ce cadre-là. Or, la montée du niveau de la mer, on va devoir aussi un peu réactualiser. Donc, ce n'est pas seulement le climat moyen qui change, mais dans chaque région, plus le curseur monte au niveau planétaire, plus, par exemple, on aura un réchauffement plus prononcé au moment du jour le plus chaud de l'année. Les canicules s'intensifient plus que le climat moyen, et vous savez que c'est amplifié dans les villes denses par les effets d'îlots de chaleur. Le pire exemple en France étant Paris, parce qu'on n'a pas la mer ni la montagne, donc il n'y a pas le rafraîchissement par les vents. La construction des bâtiments hauts, les matériaux utilisés, les sources de chaleur font qu'il y a une forte augmentation, notamment à la fin de la nuit, dans le centre de Paris que les régions alentours. Ça amplifie, bien sûr, l'effet des vagues de chaleur, et c'est vraiment un enjeu majeur de santé en ville. Donc si on regarde l'humidité des sols en moyenne annuelle, vous voyez que même dans des régions où il va pleuvoir un peu davantage, en moyenne, on projette une diminution de l'humidité des sols. Donc là, c'est littéralement une aridification. C'est le cas en Afrique du Sud, en Amazonie, autour du bassin méditerranéen ou même dans les grandes plaines américaines. Et ça s'intensifie à mesure du réchauffement. On peut avoir, de ce fait, un certain nombre de points de bascule pour certains écosystèmes. La forêt méditerranéenne, elle a du mal à subsister avec l'augmentation du risque d'incendie. La forêt amazonienne, sous pression de la dégradation locale et de ces conditions plus sèches, pourrait en fait, d'ici quelques décennies, devenir une savane, par exemple. Mais c'est l'effet des deux pressions qui se combinent, qui est particulièrement redoutable. Et puis même dans les régions qui s'assèchent, on s'attend à avoir une augmentation de l'intensité des pluies records, typiquement autour de 7% de plus par degré de réchauffement. Alors pour essayer de traduire ce que ça veut dire, on peut regarder par exemple les vagues de chaleur qui avaient lieu en 1850 une fois tous les 50 ans. Vous voyez qu'aujourd'hui, elles sont déjà 5 fois plus probables, et cette probabilité double entre un monde 1 degré plus chaud et un monde 1,5 degré plus chaud. Donc ça veut dire que les événements qui étaient très très rares deviennent de plus en plus fréquents. Et c'est aussi pour cela, parce qu'ils augmentent en intensité, que l'on voit de plus en plus des pics de température à 40 degrés comme en Bretagne, 45 degrés comme à Nîmes, et dans le monde, des pics à 50 degrés. La ville de Paris s'est dit, est-ce que ça peut nous arriver? Donc on a demandé en fait aux climatologues du groupe régional francilien de dire si c'était possible. Alors dans le climat actuel, sur la base des outils qu'on a, de nos modèles de climat,
La réponse est ce serait très improbable. On n'en a pas de matérialité. Autour de 2050, c'est le moment où dans certaines simulations climatiques, 2 degrés plus chaud, ça commence à se produire, mais qu'on a un événement qu'on ne peut pas exclure, mais extrêmement rare. Et dans un monde 3 degrés plus chaud, c'est de plus en plus fréquent. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet de se dire 50 degrés à Paris, qu'est-ce que ça veut dire dans nos infrastructures d'aujourd'hui? Donc la ville a fait un stress test avec des écoles, des EHPAD, la sécurité civile, les opérateurs transport, télécom, hôpitaux, et puis les chambres froides aussi pour conserver l'alimentation. Et en fait, bien sûr, ces infrastructures n'ont pas été conçues en zone tempérée pour de tels niveaux de température. Donc ça permet de voir où sont les vulnérabilités. Et ça permet au fur et à mesure des remplacements d'équipements, des rénovations, de les durcir, entre guillemets, et faire en sorte que cela puisse fonctionner, de sorte d'être préparé, et si un tel événement se produit, de savoir comment réagir pour les infrastructures fragiles et les populations les plus fragiles. Alors ce n'est pas simplement les vagues de chaleur, mais c'est par exemple, lors d'une tempête, le risque d'inondation composite, qui est vraiment un risque majeur pour les littoraux, c'est-à-dire onde de tempête, risque de submersion et en même temps plus extrême, et ruissellement. Et ces inondations composites, elles posent des problèmes, des défis particuliers, parce qu'on voit bien que les digues seules ne suffisent pas en fait. Il faut prévoir aussi la capacité d'évacuation de l'eau. Et le pays le plus avancé dans sa réflexion, c'est notamment les Pays-Bas, qui construisent en fait des mécanismes de repli, des mécanismes de surélévation, autorisés à inonder les champs, etc., pour pouvoir arriver à gérer la protection de la submersion et la capacité de gérer l'excès d'eau de pluie. Alors quand on regarde les risques principaux liés au réchauffement, ils concernent, je démarre par ça, en plus des autres pressions, qui sont la destruction d'habitats, la surexploitation, les pollutions locales et les espèces invasives, les écosystèmes et la biodiversité. Donc là, c'est un exemple qui est un peu visuel sous forme de carte, d'une simulation sur 30 000 espèces, des oiseaux, des poissons, des batraciens, etc., en ne regardant que l'effet chaleur, que l'effet température, des espèces qui seraient exposées à des conditions potentiellement dangereuses. Vous voyez que le nombre d'espèces augmente avec l'intensité du réchauffement, que les zones concernées se déplacent et que les zones les plus exposées, au départ, sont dans les régions tropicales et ensuite, cela s'étend. Alors bien sûr, dans l'océan, par exemple, il n'y a pas que le facteur vague de chaleur. Il y a aussi perte d'oxygène, acidification, qui vont s'ajouter à ces pressions. Du coup, un enjeu vraiment important, c'est si on veut donner leur chance aux organismes, aux espèces, aux écosystèmes, par rapport à ce climat qui change, c'est vraiment d'avoir des aires protégées, vraiment protégées. Vraiment protégées, ça veut dire pas de chalutage profond. Ça veut dire on a des aires où on laisse la place pour les écosystèmes, pour s'acclimater et donner le plus de chances possible aux organismes, aux espèces, aux écosystèmes les plus résilients. Et le deuxième volet, c'est connecter ces aires protégées sur terre et en mer. Ça veut dire des trames vertes, bleues et tout le reste dans les villes pour que les espèces puissent passer. Et ça veut dire des bandes, des haies et tout le reste dans les espaces agricoles pour faire en sorte que les espèces puissent se déplacer dans un climat qui se réchauffe. Si on regarde les écosystèmes, vous voyez, ils sont tous concernés. Sur les continents, les risques de perte de biodiversité, notamment d'espèces endémiques, les changements de structure, donc de nouveaux écosystèmes en fait, qu'on ne connaît pas encore, une augmentation de la mortalité d'arbres et des risques de perte de carbone, des services de stockage de carbone que nous rendent les terres et la végétation. Et puis toutes les espèces, en fait, toutes les espèces côtières, marines, sont également concernées, certaines plus tôt pour des niveaux de réchauffement plus bas et d'autres graduellement. Ça veut dire aussi que si on veut nous s'appuyer sur le vivant, les zones humides pour nous aider à gérer l'eau, les plantes en ville pour faire de l'ombrage et du rafraîchissement, les écosystèmes littoraux pour limiter l'érosion du littoral. En fait, aujourd'hui, on a plein de portefeuilles possibles. C'est comme si on avait un éventail de leviers d'action où on peut s'appuyer sur les écosystèmes. Plus le climat changera fort, plus ça risque de les dégrader, plus on perd en fait des cordes à notre arc sur ce qu'on peut mobiliser pour stocker du carbone et également pour nous adapter. Alors je m'excuse pour mes collègues qui travaillent sur la biodiversité et les écosystèmes,
c'est une vision ultra-utilitariste. C'est aussi la vision qui nous a conduit à la situation actuelle. Maître et possesseur de la nature, ça n'existe que parce que ça nous rend service. Il y a aussi cet enjeu de simplement tenir compte des autres formes de vie pour elles-mêmes, comme le fruit d'une évolution partagée qu'on peut respecter. Et donc ça demande aussi de changer le regard qu'on porte sur le vivant non humain, lui donner des droits peut-être, davantage que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors il y a des risques pour la santé humaine, hein. J'ai déjà parlé des vagues de chaleur tout à l'heure. Et si on prend la mortalité liée aux vagues de chaleur, elle augmente avec le niveau de réchauffement planétaire partout, hein. D'abord dans les tropiques, à nos latitudes, mais aussi jusqu'en Sibérie. Mais par contre, vous voyez que selon l'ampleur des actions d'adaptation qu'on met en place, on peut un peu amortir ce risque. Qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation? Le confort dans les villes, le rafraîchissement, l'accès à l'eau, l'accès au courant d'air, l'accès à l'ombre. Ça veut dire rafraîchir, pas seulement avec des climatiseurs, mais aussi avec des systèmes de froid collectif efficaces, les endroits qui abritent les personnes les plus fragiles, les hôpitaux par exemple. Ça veut dire anticiper les pics d'accès aux soins dans les périodes chaudes, là où actuellement les gens sont en vacances. Donc vous voyez, c'est ça, hein, l'adaptation à l'angle de la santé, c'est de l'urbanisme, c'est de l'anticipation, et puis c'est des systèmes de santé qui fonctionneront pour pouvoir protéger les plus fragiles. Mais on a également des enjeux en fait, extrêmement graves sur le nombre de jours par an où il fera tellement chaud et humide qu'une activité physique en extérieur peut être mortelle. Vous avez certainement suivi les polémiques par rapport aux travailleurs qui construisaient les stades au Qatar. En fait, c'est illustratif de conditions de travail dangereuses pour la santé. Donc ça concerne les travailleurs dans le secteur du bâtiment, les travailleurs agricoles également en particulier. Et vous voyez qu'on a déjà en fait un certain nombre de jours par an où ces conditions sont atteintes. Et plus le curseur monte au niveau planétaire, plus le nombre de jours et les régions concernées s'étendent. Donc c'est également un enjeu en fait de productivité au travail dans certains secteurs qui va affecter l'activité économique dans son ensemble. Quand on regarde sur un certain nombre d'aspects clés de production alimentaire, donc on observe déjà une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques. Toutes les régions en violet, c'est là où on anticipe une baisse qui se poursuivra à mesure du réchauffement. Les espèces en fait essaient de garder leurs habitats, leur niche de température et se déplacent en fait à mesure du réchauffement en surface et en profondeur. Les zones en vert pourraient vous faire croire que l'Arctique sera un Eldorado de la pêche. En fait, c'est très incertain parce qu'on a des écosystèmes fragiles avec les espèces tempérées qui arrivent, des conséquences aussi liées au recul de la banquise, au ruissellement, l'arrivée d'eau douce depuis les continents voisins. Donc en réalité, c'est très incertain, mais c'est déjà une zone de conflictualité pour des raisons géopolitiques, mais aussi sur les enjeux en fait, pour les pêcheries, notamment parce que beaucoup de personnes dépendent en fait, des produits de la mer pour les protéines et des nutriments essentiels, en Asie en particulier. Donc on est aussi sur des risques de tension, et c'est aussi le cas du côté de l'Antarctique, avec les pêcheries de krill, qui menacent aussi certains écosystèmes en cas de surpêche du krill, qui est à la base de la chaîne alimentaire dans le Grand Sud. Alors, pourquoi j'ai écrit risque de plus en plus complexe? Vous imaginez, vous êtes travailleur saisonnier en Inde ou au Pakistan. S'il fait très chaud, très sec, vous ne travaillez pas. Il fait trop chaud, vous ne pouvez pas travailler. Et en plus, ça entraîne des chutes de rendement pour certaines cultures. Donc non seulement vos revenus baissent, mais en plus, le prix de l'alimentation localement augmente. Donc ça, c'est un des facteurs de risque de malnutrition dont on sait qu'il concerne en premier les femmes enceintes, les jeunes enfants, et qui peuvent se conduire en fait à des formes de pièges de pauvreté si ce type de situation est amené à perdurer. Donc l'enjeu en fait malnutrition, il est important. Et quand on regarde en fait les évaluations en fonction du niveau de réchauffement planétaire, de risque d'insécurité alimentaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas assez de production alimentaire dans le monde. C'est que certaines personnes n'auront pas les revenus suffisants ou l'accès localement à l'alimentation dont ils ont besoin. Et on voit que ça augmente fortement avec le niveau de réchauffement, mais que ça dépend profondément des choix socio-économiques. Alors, la situation du pire, c'est les personnes les plus riches partout dans le monde
qui tire à la hausse la consommation de viande, qui tire à la hausse les cultures pour l'alimentation animale, qui entraîne des pressions multiples sur les terres, des revenus très contraints pour les petits producteurs agricoles qui ont une faible capacité d'adaptation, des inégalités croissantes, peu de protection du foncier agricole, ça risque d'être explosif. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui va jouer sur augmenter les risques liés au réchauffement ou à l'inverse, préserver le foncier agricole, avoir des filets de protection sociale pour les exploitants agricoles, faire évoluer nos demandes alimentaires vers une alimentation plus soutenable. Et donc, dans ce cas-là, nos choix socio-économiques peuvent limiter en fait, les risques d'insécurité alimentaire. Et on est sur des risques qui peuvent être augmentés par le besoin de biomasse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plus on exerce des pressions sur la biomasse pour l'énergie, ou bien plus on accapare des terres pour y mettre des forêts à la place de culture, plus en fait on augmente les risques pour l'insécurité alimentaire. Et la biomasse, elle devient vraiment un enjeu critique, notamment par exemple en France. La stratégie nationale bas carbone en cours de révision n'arrive pas à boucler sur l'utilisation soutenable de biomasse à horizon 2030. Donc ce n'est pas quelque chose qui est une fantaisie, vous voyez, à long terme, c'est très concret à l'échelle de chaque territoire. Et donc pour limiter les pressions sur l'utilisation des terres, le volet du Green Deal européen pour lutter contre la déforestation importée est très important. Il y a en ce moment le fait de repousser sa mise en œuvre pour que ce soit fait de manière efficace, mais c'est un point très important à la demande des différentes régions du monde, va aussi jouer en fait sur les tensions liées par exemple à la déforestation dans les régions tropicales. Alors je vous ai parlé de la montée du niveau de la mer, donc 20 cm depuis 1900, un rythme qui accélère, on sait à peu près vers quoi on va en 2050. À horizon 2100 et au-delà, ça va dépendre de deux choses, le pic de réchauffement et la montée du niveau de la mer. Donc ça va du simple au double entre les scénarios très bas et très hauts d'ici à 2100. Et on a ajouté en pointillé ce qui pourrait être un scénario haut physiquement plausible, du fait des processus qui restent très incertains et qui concernent le Groenland et l'Antarctique. On sait qu'il existe des processus qui peuvent augmenter en fait la contribution de ces calottes, notamment en cas d'instabilité. On n'a pas de compréhension parfaite, ils sont mal intégrés dans les modèles. Donc l'exercice qui a été fait là, c'est faisons l'hypothèse qu'ils se déclenchent tous, quelle est une estimation plausible de ce qui est l'éventualité en fait à plus fort impact qu'on puisse quantifier. Et la demande de cette information, elle est liée à la demande d'un certain nombre de pays, dans le cadre du GIEC, de ne pas avoir que les projections moyennes, mais aussi ces éventualités qui sont importantes pour les villes côtières ou pour les infrastructures critiques, par exemple, ou des complexes industriels portuaires dans des grands deltas, par exemple. Donc vous voyez que là, on ne peut pas exclure plus d'1,50 m à horizon 2100. Qu'est-ce que ça veut dire sur les trajectoires pour les littoraux? Sur le court terme, on a une assez grande confiance, mais il faut le moduler par les facteurs locaux ou régionaux qui jouent sur le mouvement relatif terre-mer, en plus du niveau moyen planétaire. Ça veut dire qu'il faut concevoir des trajectoires qui puissent être réactualisées sur les aménagements ou les replis qui vont être faits au fur et à mesure de l'avancée des connaissances et pas tout mettre sur un seul levier d'action qui peut se révéler en fait insuffisant pour pouvoir être réactualisé par la suite. Et cette question de la montée du niveau de la mer, elle est importante. D'abord, on commence seulement à en voir les premiers signes, et pas partout. Les assureurs n'ont pas de retour sur ce que seront les coûts, parce que tous leurs calculs sont faits en regardant les dommages passés. Les réponses qu'on peut apporter, elles ont à toutes une limite aux capacités. Restaurer des écosystèmes, bouger des sédiments, je suis sûre que vous savez, c'est fait un peu partout. Ça peut fonctionner à court terme, mais avec une montée rapide du niveau de la mer, peut-être en une quinzaine d'années, c'est dépassé. Ensuite, on peut mettre en protection des maisons, et là, sur une trentaine d'années ou des infrastructures, ça peut fonctionner, on vit avec le risque, en fait. Tous les ouvrages en dur, type digues, barrières comme sur la Tamise ou à Venise, ça va mettre parfois des dizaines d'années à être conçu, financé, réalisé, et c'est aussi associé à des limites.
Donc les deux seules choses, parce que vous voyez sur plusieurs siècles, là on est parti sur plusieurs mètres de montée du niveau de la mer, les deux seules choses qui vont enlever le risque, c'est d'arrêter de s'installer dans les zones qui seront exposées, et dans certains cas, c'est de prévoir un repli stratégique qui va permettre en fait de maîtriser le risque dans ces secteurs-là. Donc ça demande une planification à long terme, mais pas une seule solution une seule fois. Une trajectoire avec ce qu'on va déployer successivement, décennie après décennie. Et puis c'est un vrai défi de débat démocratique en fait, avec parfois un sentiment compliqué d'être abandonné si la solution classique du passé qui est de faire une digue n'est pas celle qui peut être mise en œuvre ou financée. Donc à retenir, plus le niveau de réchauffement monte, plus on va avoir une intensification en Europe de 4 risques clés: les extrêmes chauds et leurs effets sur la santé et les écosystèmes, les pertes de production agricole, les situations de pénurie d'eau qui vont jusqu'à la non-navigabilité du Pô ou du Rhin, qui touchent en fait des grands bassins industriels, ce n'est pas simplement la sécheresse, et puis un ensemble de risques d'inondation. Et on est très exposé parce qu'historiquement, toutes les villes se sont construites le long des fleuves et sur les littoraux, simplement comme voie de commerce et voie d'échange. Dans les petites îles, il y a une moindre capacité à stocker de l'eau, une plus grande dépendance aux écosystèmes avec des risques plus aigus d'insécurité alimentaire. Et dans certains cas, se pose de manière plus précise la question de l'habitabilité. Vous le voyez dans les négociations entre certaines petites îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, c'est déjà un sujet en fait géopolitique sensible, la limite à l'habitabilité de certaines régions ou de certains États. On a des capacités d'adaptation, j'ai essayé de l'esquisser, mais en réalité, on a aussi des limites. Et donc, on ne peut pas que miser sur une adaptation qui sera de plus en plus coûteuse, et quand elle touchera ses limites, entraînera des pertes et dommages considérables. Limiter les risques, c'est vraiment limiter le réchauffement. Qu'est-ce que ça veut dire, limiter le réchauffement? Par exemple, sous 2 degrés, ça veut dire la trajectoire en vert de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire une forte baisse tenue dans la durée des émissions de CO2 et une baisse à court terme d'environ 1/3 et après d'environ de moitié des émissions de méthane dans le monde. C'est vraiment les deux conditions clés qui vont permettre de limiter le réchauffement. Et si vous voulez limiter le réchauffement à un niveau plus bas, c'est une baisse encore plus forte, mais c'est vraiment le même type de trajectoire. Donc, la chose intéressante, c'est qu'on a un potentiel technique disponible qui permettrait de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le potentiel est là, avec des leviers d'action de technologie, des leviers d'action d'efficacité et de sobriété, c'est ce qu'on appelle gentiment maîtrise de la demande. Donc c'est aussi en fait des choix de consommation, des styles de vie différents. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire pour s'appuyer sur les écosystèmes, leur stockage de carbone, qu'on va appeler, pour faire simple, les solutions fondées sur la nature. Mais pour que ces leviers d'action se déploient, c'est un enjeu de politique pragmatique, propre à chaque contexte, de financement bien sûr, pour permettre leur déploiement, un sujet particulièrement sensible en ce moment. Alors si on regarde du côté de la France, les émissions de gaz à effet de serre brutes de la France, avant de tenir compte des forêts, vous voyez qu'elles ont diminué ces dernières années à un rythme plus élevé que les périodes précédentes. Le premier budget carbone n'avait pas été tenu, donc il y a eu un certain nombre de recours juridiques par rapport à la faiblesse de l'action de l'État, qui prudemment avait un peu revu à la baisse le deuxième budget carbone. Il a été tenu sur les émissions brutes, mais du fait de la dégradation de l'état des forêts, en 10 ans, le puits de carbone forestier, avec les données disponibles actuellement, on estime que le deuxième budget carbone sera dépassé, en fait, ne sera pas tenu. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'avec le rythme actuel de baisse d'émissions, même en corrigeant de l'effet centrale nucléaire disponible, pas disponible, et d'une partie des effets de l'inflation, donc le conjoncturel, on estime en fait qu'avec un facteur d'accélération de 1,3, on peut se mettre sur les rails pour tenir les objectifs 2030. Alors, ce que ça veut dire également, ça veut dire de bien être conscient de ce qui pèse le plus en France. Premier facteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, les transports pour moitié
la voiture individuelle. Deuxième facteur, l'agriculture, pour moitié l'élevage. Troisième facteur, l'industrie, avec la production de matériaux de base, mais également la production agroalimentaire. Et puis ensuite, le secteur du bâtiment, avec essentiellement le chauffage au fioul ou au gaz. Donc quand on regarde dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, secteur par secteur, les objectifs qui étaient fixés, là où on en est, ce qui a fonctionné, les limites, on a plusieurs points de vigilance. Le premier, en fait, c'est s'assurer de la disponibilité de la production d'électricité bas carbone. Donc on a la ligne de base nucléaire, mais il est important de monter en puissance sur les renouvelables en attendant le nouveau nucléaire qui est prévu pour être certain d'avoir de l'électricité bas carbone. En Allemagne, très compliqué en ce moment. Donc on voit que ça c'est critique, et le faire à un coût abordable, c'est critique pour les activités économiques. Vraiment critique, vu le faible coût, par exemple, de l'énergie aux États-Unis. Ensuite, là où on doit tripler le rythme, c'est les transports, c'est difficile. Être plus performant sur les rénovations profondes pour les bâtiments. Il y a la question de la gestion des forêts pour renforcer leur résilience et les puits de carbone. Et enfin, ce qui devait diminuer mais augmente, c'est la production de déchets, dont on voit qu'il continue à augmenter. On entend parfois dire que la France pèse peu sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais en fait, nous, on a beaucoup désindustrialisé, et donc notre empreinte carbone de ce que nous consommons en France, elle contient également beaucoup de choses qui sont produites ailleurs que nous importons, et donc c'est la différence entre ce qu'on émet sur notre territoire et notre empreinte. Donc l'empreinte est en orange, elle est importante, et par personne, elle est largement au-dessus de la moyenne planétaire. Donc vous voyez en fait cette empreinte qui avait baissé notamment pendant la pandémie, c'est l'effet transport internationaux par avion, et qui remonte, c'est la reprise de l'activité de transport aérien qui est intégrée dans ce calcul d'empreinte sur les lignes aériennes internationales. Donc moi je retiens sur la partie empreinte comment on articule mieux le commerce international avec les objectifs climat, comment on améliore la production décarbonée en France, c'est l'enjeu difficile de la réindustrialisation. Le point délicat du transport aérien où à court terme, c'est la maîtrise de la demande qui peut permettre de limiter les émissions. Comment on articule les politiques touristiques et la réduction des émissions, c'est un bon sujet. Et puis il y a également l'enjeu en fait de la production alimentaire française, compte tenu de l'augmentation de la partie importée des matières agricoles que l'on consomme, qui est également un point important. Alors si vous regardez l'empreinte moyenne carbone française, c'était les estimations de carbone 4 il y a quelques années, vous voyez ce qui pèse le plus, mais c'est encore une fois très contrasté. Ça augmente fortement avec les revenus, notamment la partie loisirs, bâtiments et transports internationaux. Et enfin, ce que vous pouvez également noter, c'est que la partie service public n'est pas zéro. C'est à peu près 2 tonnes par personne et par an. Et donc les investissements pour décarboner les services publics, y compris la recherche qui me concerne, c'est aussi ce qui permet d'alléger l'empreinte carbone collective, et c'est aussi un défi. Alors dernière chose, il y a un ensemble de leviers d'action, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est pour dire en fait comment on peut penser cette transition. Donc d'abord, il y a la production d'énergie, comment on la rend plus résiliente. Donc il y a tout l'enjeu d'efficacité d'utilisation de l'eau, que toute la partie énergie, électricité fonctionne même en cas de vague de chaleur ou d'inondation, c'est les enjeux de résilience. Et puis après, dans le monde, la taille de la barre, c'est le potentiel de contribution à la réduction des émissions. Le code de couleur, c'est une idée en fait de l'évaluation du coût. Donc il y a un ensemble de leviers d'action, ce n'est pas la feuille de route pour la France, c'est au niveau mondial, là où il y a le plus de potentiel de contribution. Vous voyez que c'est sur les énergies renouvelables. Et après, les fuites de méthane liées aux énergies fossiles. Et le reste a un potentiel, mais qui est associé en fait à des capacités particulières ou des coûts élevés. Et enfin, le captage et stockage de carbone fossile, qu'aiment faire miroiter les compagnies du secteur, a un potentiel qui est quand même très contraint. Donc c'est aussi une sorte de mirage qui nous est toujours présenté. L'autre volet, c'est l'utilisation des terres, de l'eau et le système alimentaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des leviers d'action qui permettent d'articuler, par exemple,
une meilleure résilience avec la santé des sols, les pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie et une augmentation du stockage de carbone dans les terres. Donc on est vraiment là sur des réponses qui peuvent être intégrées à plusieurs défis. On a bien sûr le fait d'éviter la conversion d'écosystèmes naturels. En France, le retournement de prairies et une vraie perte de carbone dans les sols, comme la destruction des haies par exemple. On a des leviers d'action sur les pertes et gaspillages qui sont importants, et puis sur les pratiques alimentaires. Donc c'est vraiment l'approche système alimentaire qui est intéressant, avec des bénéfices en termes de nutrition et de santé. Après, on a des enjeux sur les villes et les infrastructures, qui vont également avec le secteur des transports et du bâtiment. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas un seul levier d'action qui se distingue. C'est vraiment un ensemble de leviers d'action qui se complètent et qui combinent des véhicules efficaces, des véhicules électriques, des mobilités actives, des transports en commun. C'est l'ensemble en fait de ces approches qui permettra d'engager la décarbonation des mobilités. L'industrie à court terme, c'est essentiellement de l'efficacité en énergie, en matériaux, de l'économie circulaire. Les grosses ruptures, elles sont à l'état de recherche de développement pour décarboner l'industrie lourde. Et on estime que ça pourra se déployer plutôt une décennie plus tard. Et donc là, ce sont les leviers à court terme qui sont disponibles. Et puis enfin, il y a tout le système organisation de nos sociétés, notamment pour être plus résilient. Et se pose par exemple la question d'élargir la sécurité sociale à l'adaptation, pour que les personnes qui sont durement touchées par des événements climatiques, tout ce qui n'est pas pris en charge par les assureurs, toutes les franchises, beaucoup d'artisans, beaucoup d'exploitants agricoles qui se retrouvent dans des situations vraiment atroces, beaucoup de souffrance. Comment faire en sorte pour élargir en fait une forme de sécurité sociale, un filet de protection sociale qui ne laisse pas les gens ou les petites entreprises dans la détresse. Donc on n'y est pas encore en fait dans la manière de mutualiser les risques. Voilà, donc c'est un des exemples que je voulais donner. Dernière chose, la question de la sobriété. Dans les rapports du GIEC, la sobriété, c'est en fait comment on peut répondre aux besoins des gens pour vivre bien, une vie bonne, pas dans l'excès, mais dans le nécessaire, dans le respect en fait des contraintes environnementales, en évitant, et c'est ça la notion de sobriété, c'est en évitant des demandes en énergie, en matériaux, en usage des terres et en eau. Tout ce qui est l'économie du partage, tout ce qui est l'économie de la seconde main, fait partie en fait des pratiques de la sobriété, comme tout ce qui permet d'éviter l'obsolescence programmée. Et plus largement, en fait, ça s'inscrit dans une vision en 3 temps. Qu'est-ce qui permet d'améliorer l'existant? Les chauffages, la performance des bâtiments, les véhicules. Qu'est-ce qu'on va remplacer, c'est-à-dire à service identique? Par exemple, des mobilités actives ou en transport en commun à la place d'autres formes, quand c'est possible, ou bien différents types d'alimentation. Et puis après, il y a ce qu'on évite. Et donc, il y a les choses qui peuvent être considérées maintenant comme normales, mais qui, si on réfléchit en termes de poids, d'empreinte environnementale, sont des choses qu'on devra éviter de plus en plus pour réduire notre empreinte environnementale. Et ce n'est pas les emballages, en fait. Vous le voyez. Et on est sur des enjeux complexes, en fait, de rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone dans tous les territoires, pour toutes les personnes. Vous avez en fait le Conseil national de lutte contre l'exclusion et la pauvreté qui a fait en juin dernier un rapport remarquable qui était faire la transition écologique avec les plus fragiles. En faire aussi une politique d'inclusion, en travaillant avec les personnes en situation de pauvreté, d'exclusion, les organisations qui les aident, et en esquissant un certain nombre de pistes, y compris de démarches de participation, pour faire en sorte qu'on n'ait pas l'effet gilet jaune à nouveau, en fait, et construire des politiques publiques qui intègrent les questions d'équité et de transition juste. Je termine, en fait, vous l'avez vu, on a une situation grave. Il faut qu'on puisse changer d'échelle, mais on a aussi d'autres chocs, d'autres crises. On a la guerre en Ukraine et d'autres conflits qui augmentent les dépenses militaires au détriment des ressources, par exemple pour la transition écologique. On a eu l'effet de la pandémie. Et la difficulté sur les enjeux climat, c'est garder, malgré ces urgences et ces crises, une vision de long terme en s'interrogeant sur les effets de verrouillage. Sécurité énergétique, boum, on va mettre des terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié. On verrouille en fait des émissions associées à ce gaz naturel liquéfié qu'on importe, qui va chercher à être viable. Donc on a parfois des effets de verrouillage, mais parfois
on peut accélérer les transformations, si c'est bien fait. Et donc, garder le long terme, c'est aller vers des émissions basses, aller vers des transitions des grands systèmes que je décrivais, des transformations de nos sociétés. Ça va permettre de limiter les risques climatiques en ne laissant personne derrière. C'est vraiment l'objectif. Les objectifs de développement durable, ils sont pensés dans ce sens. Et le reste, en fait, ça va maintenir des émissions plus élevées, des systèmes difficiles à transformer, avec des effets de verrouillage. Et le risque, en dépassant les limites d'adaptation, c'est d'avoir des pertes, des dommages, des personnes qui ont l'impression d'être abandonnées, en fait, face à ces difficultés. Et ça, c'est aussi un outil, en fait, de fragmentation, comme on le disait au début, de nos sociétés. C'est aussi, en fait, freiner les possibilités de développement dans beaucoup de régions du monde, et puis vivre avec des écosystèmes très dégradés. Donc, en fait, c'est entre nos mains, en partie. C'est pour ça que je souligne toujours à quel point chaque demi-degré de réchauffement compte, à quel point chaque tonne de CO2 supplémentaire ou évitée compte, à quel point les choix qui vont réduire ou augmenter les vulnérabilités comptent. Vos choix comptent. Merci. Allez, c'est parti pour les questions. Plusieurs questions. Ils sont intimidés. Alors, je vois des personnes jeunes, peut-être des étudiants dans la salle. Et j'aimerais bien vous encourager à poser vos questions si vous en avez. Attends, je vais les repérer. Vas-y, Clément, de ton côté. Alors, ils sont où? Je les ai vus rentrer, les L3. Peut-être ça va me venir. Ils sont où? Trop vieux. Alors, ils sont où? Bon, c'est pas un étudiant, mais j'ai une question ici quand même. Ah, pas mal. Ils sont là. Où? Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention. Deux questions naïves. Une question sur une carte que j'ai pu voir précédemment, sur ce qui va se passer en Afrique, notamment au Sahara. Apparemment, il va y avoir beaucoup plus d'humidité. Donc, est-ce que le Sahara va rester un désert tel qu'il est actuellement? Et la deuxième question, toujours naïve, est-ce qu'on a fait des calculs sur... Est-ce qu'on pourra payer? Parce qu'apparemment, les assureurs déboursent en France 6,5 milliards d'euros en 2023. Michel Barnier aimerait bien les avoir, ces 6,5 milliards d'euros. Est-ce qu'à terme, on pourra payer, tout simplement? Est-ce qu'il y a une estimation des coûts, en fait, des catastrophes naturelles? Est-ce que les assureurs pourront toujours payer? Voilà. Alors, techniquement, sur la carte, donc c'est en fait en pourcentage de changement par rapport à aujourd'hui. Donc des zones comme le Sahara ont quasiment zéro pluie. Donc vous divisez un petit changement par zéro, ça fait une grosse tache verte. En valeur absolue, c'est faible. Donc les gaz à effet de serre ont tendance à humidifier les pluies de mousson. Les particules de pollution qui peuvent être émises localement à les assécher. Il y a une forte variabilité d'une année à l'autre. Voilà, donc c'est là où on en est autour des moussons. Mais ce qu'on sait, c'est que la partie Afrique de l'Ouest, le plus à l'ouest, on s'attend à avoir un assèchement. Voilà. Et ensuite, dans ces régions, un climat qui se réchauffe augmente fortement les pluies extrêmes. Et il y a eu ces dernières années des inondations très graves, notamment au Sahel. Après, payer. Donc il y a un rapport de Bercy sur l'assurabilité des risques physiques. Donc il y a ce qui est anticipable, c'est la valeur des biens exposés, et puis certains aléas qui vont changer. On sait qu'il y aura une très forte augmentation du coût des sécheresses sur les maisons, sur les sols argileux, 10 millions en France. Et les assureurs estiment que les primes d'assurance liées au risque climatique devraient être multipliées par 2 à 3 dans les années et les décennies qui viennent. Les réassureurs sont beaucoup plus pessimistes, notamment les réassureurs suisses qui avaient estimé que vers 2050, le coût en termes de PIB perdu des dommages par an pourrait être très important, plus de 10% par an. Donc ça, c'est les dommages. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on investit dans la prévention, c'est toujours moins coûteux que le coût des dommages. Et les investissements dans la décarbonation, qu'on voit comme quelque chose de coûteux,
En fait, ils vont construire une économie viable, notamment par les investissements, avec des retombées économiques en termes d'activité, en termes d'emploi, et des bénéfices notamment par l'amélioration de la qualité de l'air en termes de santé publique très nets. Et donc du coup, comment on rentre les opportunités derrière le goulet d'étranglement de devoir investir maintenant pour créer cette économie décarbonée? Ça, c'est le vrai défi. Il y avait le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui était très bien en fait, qui commençait à chiffrer les coûts de la transition aussi. Et enfin, coût de l'adaptation, on ne sait pas. Est-ce que dans le Morbihan, vous avez chiffré le coût de l'adaptation? Non, en fait, personne ne l'a fait quasiment. Et donc, du coup, on ne sait pas. Le coût de l'inaction, c'est un coût croissant de l'adaptation. Et ça, on ne sait pas encore le chiffrer. Il y avait quelqu'un là-haut? Non, ils sont très calmes. Je les ai repérés, mais ils regardent le plancher. Une étudiante du master ingénierie et gestion des ressources littorales. Tout à l'heure, vous parliez par exemple des pêcheurs qui auraient plus de travail, plus d'emploi par rapport au changement des milieux. Mais l'homme, il a toujours su s'adapter dans ces différents milieux. Du coup, est-ce qu'on n'arriverait pas justement à s'adapter, s'adapter au milieu, même si ça va être un milieu différent justement plus tard? En fait, je ne crois pas avoir vraiment directement parlé de l'absence d'activité pour les pêcheries, mais juste qu'ils sont touchés directement parce que c'est un des secteurs d'activité plus sensibles en fait, au climat que d'autres. Le déplacement des espèces, ça va jouer sur la valeur marchande, notamment sur les petites pêcheries artisanales. Après, on a les grosses pêcheries industrielles qui vont aller dans les zones non territoriales et qui peuvent se déplacer pour aller chercher les espèces à forte valeur commerciale. Donc on est sur des défis complexes de ce type-là. Alors, on peut imaginer, par exemple, exploiter davantage les méduses, mais en termes alimentaires, c'est un petit peu différent, par exemple. Non, mais je prends cet exemple précis parce que ça peut faire partie de changements d'écosystème avec davantage de méduses et moins de poissons anciens, par exemple. Voilà. On a aussi toute l'économie des algues, où je crois il y a des compétences ici que je connais moins personnellement. J'aurais une question, merci pour toutes ces informations. J'aurais une question sur l'impact du permafrost qui se décompose en émissions supplémentaires de gaz à effet de serre et en risque santé sur la planète. Donc ce qu'on sait, c'est que les sols gelés de montagne se réchauffent et dégèlent, ce qui entraîne une augmentation des éboulements de parois rocheuses et des glissements de terrain en montagne. Et du côté arctique, donc sur 3 mètres, on estime qu'on va perdre à peu près un quart des sols gelés par degré de réchauffement. Donc, quand ils dégèlent en surface, c'est des effets sur les infrastructures, par exemple, qui y sont construites. Ensuite, ça va dépendre s'il y a de l'eau ou pas de l'eau. La décomposition par les microbes, avec oxygène, pas d'oxygène, de la matière organique, c'est encore incertain. Donc, ce qui a été fait, c'est prendre des sols gelés, les cultiver en laboratoire, enfin les dégeler, voir ce qui sort, en fait, en production de méthane, de CO2, d'autres gaz à effet de serre. Et donc, quand on prend ces éléments en compte, on estime que dans un climat qui se réchauffe, ce serait une pitchonnette supplémentaire de gaz à effet de serre en plus de ce qu'on fait nous-mêmes directement. Ce n'est pas ce qui dominera, a priori, d'ici à la fin du siècle, mais ça rendrait un peu plus difficile d'atteindre en fait, une stabilisation du réchauffement. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui domine sur le méthane. Ce qui domine, c'est plutôt les zones humides tropicales, qui ont tendance à en émettre un peu plus qu'avant. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, sur la santé, donc ça c'est l'histoire en fait, d'avoir des virus, par exemple, dans certaines régions. Ce n'est pas ce qui pèse le plus sur l'émergence de zoonoses, notamment parce que dans ces régions, il y a une densité de population assez faible. Quand on détecte, comme de l'anthrax ou autre chose, une situation, en fait, on peut assez vite isoler et donc contrôler. Ce qui domine sur les zoonoses, c'est la destruction d'écosystèmes dans des endroits très denses, et notamment l'introduction d'espèces animales sauvages dans des marchés à proximité d'un niveau d'élevage et de transport international. On l'a vu récemment, enfin, c'est ça qui est le principal vecteur de zoonoses à grande échelle en ce moment. Et dernière chose, sur les sols gelés de l'Arctique, quand ils dégèlent, on peut aussi avoir des conditions propices à la pousse de forêts boréales, à la place de la toundra ou autre, qui peuvent aussi stocker un peu de carbone. Donc on a cette incertitude-là également. Et donc pour l'instant, on l'explore avec des scénarios qui explorent l'incertitude,
et on est fragilisé en ce moment par l'absence de coopération avec la Russie, qui a conduit à arrêter un certain nombre d'observations, d'observatoires avec les Russes du côté des sols gelés de la Sibérie. Donc là, c'est le contexte géopolitique sape la coopération scientifique. Oui, bonsoir. Merci pour vos travaux déjà. J'avais une question sur... est-ce que vous avez connaissance de travaux qui étudient la combinaison des différents risques systémiques parce que là, vous parlez des risques climatiques, mais il y a des risques écologiques, des risques sociaux, voire des risques économiques. Est-ce que vous avez des combinaisons et leur impact sur notre capacité d'adaptation? Merci. Alors, c'est exploré, mais sur la base, en fait, je ne sais pas comment le dire, de sortes de trames narratives, vous voyez, parce que c'est compliqué en fait d'estimer à quel moment une société sera résiliente et puis à quel moment, par exemple, des institutions de la gouvernance fragile ne fonctionneront plus. Et c'est ce qui peut arriver. Donc ce qu'on sait, c'est que, alors je ne sais pas comment je vais le tourner autrement, le changement climatique, ses conséquences peuvent exacerber par exemple des facteurs de conflit. Alors, exemple de conflit, vous avez des intérêts de secteurs industriels qui n'ont aucune envie de se transformer rapidement, qui propagent de la désinformation à grande échelle. C'est une source de conflit. Alors moi, je le perçois comme ça. En tout cas, sur la place de la science dans la délibération publique, par exemple. Vous avez des gouvernements qui font des petits pas tièdes, et puis un tas de gens qui ont compris les enjeux, qui ne comprennent pas, qui demandent une action radicale. On le voit, c'est déjà une source de conflit. Ensuite, quand on a des situations, par exemple, de gouvernance fragile, de faible sécurité des droits fonciers, de tensions pour l'accès à l'eau, beaucoup d'activités très sensibles au climat, notamment agriculture ou élevage nomade. Là, en fait, on sait que le changement climatique peut exacerber les conflits, surtout quand il y a des phénomènes de marginalisation de certains groupes. Là, c'est le plus compliqué. Donc, le contexte est préexistant et le changement climatique peut s'ajouter à ce contexte préexistant. Et dans le contexte actuel de guerre et de conflit, il y a un autre enjeu qui est comment on construit les conditions d'une paix résiliente face au changement climatique. Et donc là, ça veut dire une gestion soutenable des ressources, ça veut dire l'accès à une eau de bonne qualité, par exemple, ça veut dire le renforcement des institutions. Et vous voyez à quel point ces points, dans des zones qui sont sensibles, par exemple sur l'eau au Proche-Orient ou du côté de l'Est de l'Ukraine, sont particulièrement critiques. Donc il y a beaucoup de réflexions sur la construction de la paix résiliente, en fait. Je peux attendre. J'avais une question. Est-ce qu'on a pris en compte... Enfin, déjà, merci pour tout. Ouais. Est-ce qu'on a pris en compte dans nos prévisions l'avènement, par exemple, de nouvelles technologies comme l'IA ou même les nouveaux moyens, par exemple, dans nos modèles de prévision? Alors, en fait, il y a deux types de modèles. Il y a d'une part des scénarios socio-économiques qui sont en fait des hypothèses quantifiées qui se déclinent selon en fait un développement qui met le curseur très fort sur la soutenabilité ou très fort sur la croissance et les énergies fossiles, puis les choses intermédiaires, d'accord ? Ça, c'est un travail, on va dire, de modèle qu'on appelle d'évaluation économique intégrée, mais qui est vraiment quantifié des hypothèses, on va dire. Et après, on a le travail de modélisation du climat qui est à base physique, qui est très différent en fait, ou des modèles d'impact, par exemple. C'est deux choses très différentes. Donc, dans les scénarios socio-économiques, il y a un certain nombre de tendances qui sont prises en compte, notamment l'urbanisation, qui est la tendance lourde dans les pays du Sud, avec un mouvement sans précédent d'urbanisation qui va tirer la demande de matériaux de construction fortement. Et puis l'urbanisation est associée à des styles de vie différents également, une consommation, une alimentation différente. Donc ça, c'est pris en compte. Après, sur le numérique, c'est une tendance lourde. Dans le dernier rapport du GIEC, atténuation, c'était évalué en disant qu'il y a une possibilité d'améliorer l'efficience, l'efficacité en énergie, en matériaux, quand c'est utilisé vraiment de manière astucieuse, comme sur la gestion des stocks et d'autres aspects. Ça peut permettre d'éviter des demandes, par exemple, sur les systèmes énergétiques. Là, c'est le côté sympa de la digitalisation. Les plateformes seconde main, c'est du numérique au service de la seconde main, par exemple. Et puis, il y a le côté moins sympa qui est le développement très rapide depuis de l'intelligence artificielle, qui fait que les géants du numérique, les GAFAM, investissent massivement dans des gros centres de données. Donc ça, c'est matériaux et accaparement d'électricité. Ils essaient d'utiliser plutôt de l'électricité décarbonée. Il y en a même qui veulent rallumer des vieilles centrales nucléaires aux États-Unis.
Et en fait, ça c'est un gros problème parce que la demande est énorme, elle n'était pas anticipée, et du coup, ça va saper la disponibilité d'électricité décarbonée pour se substituer à d'autres énergies. Et toutes ces compagnies, Microsoft, etc., avaient affiché une grande bonne volonté de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Tout explose là, en fait. Donc là, on voit que c'est une tendance beaucoup plus rapide que ce qui avait pu être anticipé il y a quelques années et qui risque en fait de saper certains aspects de la décarbonation, si on n'en fait pas le meilleur usage. Bonsoir. Dans ce que vous exposez, vous laissez entendre que les gouvernements pourraient jouer un rôle positif. Or, je vous rappelle, oui, c'est sans aucun humour de ma part, je vous rappelle qu'un opposant, William Assange, a été incarcéré malgré leur droit, le droit des gouvernants. Et actuellement, Paul Watson est abusivement interné avec des risques très graves. Au Groenland. En dépit du cadre légal de ces gouvernements. Alors, je voudrais juste signaler que Eugène Riguidel, navigateur local, s'est enchaîné devant le siège de Toyota en France pour protester contre l'expulsion de Paul Watson. Mais dans ces conditions, comment peut-on croire que ces gens qui n'agissent que pour des intérêts privés bien particuliers sont capables d'orienter l'action publique de l'humanité? En fait, c'est une question... Alors, quelques éléments de réflexion. Tout à l'heure, je parlais des risques de conflits et de tensions. Par rapport à la demande d'une action plus résolue sur l'environnement, on voit monter en puissance la criminalisation de la contestation environnementale. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que moi, je m'étais exprimée lors de la soirée de soutien au soulèvement de la Terre, dont je ne fais pas partie, que je ne soutiens pas, mais au titre en fait de la liberté d'expression, de la contestation non violente et du respect du droit. C'est-à-dire, on fait une enquête avant d'interdire, en fait. Voilà. C'était vraiment dans cet esprit-là, parce que partout dans le monde, on voit monter une criminalisation, au Royaume-Uni c'est très frappant, de la contestation environnementale. Donc ça, c'était le premier point que je voulais dire. Après, le deuxième point, c'est les États ont un certain nombre de prérogatives, par exemple sur la fiscalité, sur les systèmes énergétiques, sur les règles du commerce mondial, qui jouent un rôle structurant dans l'ensemble des choses que l'on décrit. Il y a aussi, bien sûr, tout le rôle des collectivités territoriales, qui est importante, notamment sur les aspects d'aménagement, mais les règles du jeu, souvent, ce sont les États qui les donnent. Mes collègues sud-africains me disaient, mais quand on a un État quasiment failli, sur qui est-ce qu'on peut s'appuyer? Et donc, il y a aussi tout la diplomatie et l'action à l'échelle de grandes villes, qui, dans certains cas, même quand les États se désengagent de l'action pour l'environnement, aux États-Unis, par exemple, sous Trump 1, ont continué à porter fermement une action résolue pour le climat. Et la dernière chose que je voulais dire, certains collègues pensent que c'est peut-être aussi pertinent de travailler directement avec certains acteurs du secteur des entreprises, parce que dans certains cas, ces entreprises sont plus puissantes que les États. Mais comment faire en sorte justement d'avoir ce socle partagé par rapport aux intérêts économiques qui sont importants? Et dernière chose, moi, l'expérience que j'ai eue ne serait-ce que l'approbation de rapports scientifiques, c'était les deux sujets les plus sensibles sur l'atténuation. C'était la question de la sortie des énergies fossiles. Alors, je peux vous dire, quand l'Arabie Saoudite est dans la salle, c'est compliqué. Donc, à chaque fois, on met sans abattement, en faisant croire qu'on pourra capter et stocker. Bon, voilà. C'est les pays exportateurs de viande d'Amérique du Sud sur l'aspect évolution des régimes alimentaires. Et donc, voilà, ce sont des États qui ont de tels intérêts économiques qu'ils vont jouer avec des pressions à tous les niveaux dans l'intérêt de ces secteurs. D'où l'importance des citoyens, puisque, par exemple, au Brésil, on a vu sous Lula 1 une action efficace sur la déforestation. Bolsonaro, à quel point, en quelques mois, on peut tout encourager. Et puis à quel point c'est difficile, avec des sécheresses importantes sous Lula 2, de reprendre le contrôle en fait, de cette déforestation.
Et là, on voit en fait que les votes, les choix des personnes qui sont au pouvoir comptent. Bonsoir, moi je voulais parler de la filière des algues. Tout à l'heure, je pense que vous disiez qu'on plus on exerce des pressions sur la biomasse pour de l'énergie, plus on a des chances de s'assurer et d'augmenter les risques d'insécurité alimentaire. Et aujourd'hui, on sait que la filière des algues se développe beaucoup, notamment pour l'alimentaire, notamment en Asie. Mais on sait aussi que ça participe à la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que finalement, ça n'a pas un effet contradictoire ? Parce que est-ce qu'on va développer beaucoup cette industrie alimentaire au détriment de puits de carbone finalement ? En fait, moi, je n'ai pas les compétences pour vous répondre. C'est-à-dire, en fait, en installant des cultures d'algues, qu'est-ce que ça change par rapport au fonctionnement initial de l'écosystème côtier et sa capacité en fait, à exporter en profondeur du carbone et à le sédimenter ? Moi, je n'ai pas la réponse. Je connais en fait une étude de cas qui avait été faite en Corée du Sud qui était plutôt encourageante. Sur voilà, un état des lieux initial et puis un suivi dans la durée sur un type particulier de culture. Un des problèmes, c'est que les algues oui, je sais. Oui. Elles condamnent la biodiversité en profondeur. C'est ça, donc il y a l'effet ombrage et prélèvement d'oxygène qui peut être un problème sur les écosystèmes de fond. Oui, tout à fait. Et dans ce cas-là, en fait, c'était des cordes tendues avec une certaine distance et puis des espèces de laminaires, enfin moi je le dis avec mes mots, hein, vraiment je ne suis pas spécialiste, et qui avaient été faites de sorte à limiter l'ombrage au fond de mémoire. Voilà. D'où l'importance peut-être d'avoir un cadre d'analyse qu'on pourrait appeler comme des analyses en cycle de vie pour voir le fonctionnement de l'écosystème côtier avant et essayer d'évaluer ce que pourraient être les impacts directs et indirects, peut-être sur certaines études de cas pour pouvoir étayer justement les préoccupations de perte nette sur le puits de carbone côtier. C'est comme ça que je le verrais en fait. Oui. Oui. Vous avez dit que la France était plus exposée à l'augmentation de température que la moyenne, mais surtout, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression que la France est un peu coupée en deux, qu'il y a une partie au nord qui va avoir plus de précipitations, et celle du sud qui va avoir moins de précipitations. Alors est-ce que ça, et la Bretagne est justement au milieu, donc est-ce que ça entraîne plus d'aléatoires finalement dans les impacts du changement climatique Alors, ça va dépendre de la saison. C'est-à-dire, en fait, dans les projections climatiques, on s'attend à avoir, statistiquement, à mesure du réchauffement, en été, une tendance, en fait, à moins de précipitations en moyenne, mais parfois des événements plus intenses, orageux. Voilà. Et ça concerne, et la baisse d'humidité des sols, du fait de l'évapotranspiration qui augmente, elle concerne tout le territoire français. Et on l'a vu d'ailleurs avec les mouvements sur les sols argileux dans le nord, redoutables. Après, donc, sur l'augmentation de la pluviométrie, notamment en hiver dans le nord, ça fait partie des projections climatiques. Une baisse du côté méditerranéen en moyenne, modulée par la variabilité, mais alors à la limite, on ne peut pas la mettre. C'est encore très incertain. Et ça n'empêche pas le fait, avec la variabilité naturelle, par exemple, des trajectoires du rail de tempête, de devoir anticiper des hivers secs suivis d'étés secs. Ce qui est le plus compliqué pour un endroit comme la Bretagne avec peu de capacité de stockage d'eau. Et c'est aussi ce cadre-là, en fait, manque pour s'assurer de la viabilité d'un certain nombre de projets d'aménagement pour stocker davantage d'eau en surface. Et on a vu le retour d'expérience au Chili, on a vu le retour d'expérience notamment au Maroc et puis en Espagne, où parfois, en fait, c'est vu comme la manière de conserver certaines activités agricoles très gourmandes en eau. Et en fait, lorsqu'on a voilà, un hiver très sec suivi d'un printemps et d'un été très sec, c'est à sec. Et du coup, on voit qu'on touche en fait les limites de l'activité. Et donc, ce qui manque vraiment, c'est d'intégrer tout le spectre de variabilité, et y compris les situations les moins favorables, leur probabilité de se produire, dans le dimensionnement de ce type de réponses qui peuvent être coûteuses en fait, localement. Bonsoir. Je voulais poser la question par rapport à la pression qui est faite par rapport aux automobilistes, à tout le monde, sur l'utilisation de la voiture. Oui. Est-ce qu'il y a la même pression qui est faite au niveau du transport aérien
Et j'ai pas l'impression, notamment au niveau des taxes sur le carburant. Et est-ce que justement il n'y a pas une volonté politique de taper sur tout le monde au lieu de viser les plus pollueurs, quoi. Voilà. Alors en fait, quand on regarde en masse, ce qui pèse le plus sur les émissions de gaz à effet de serre en France, c'est vraiment la voiture individuelle. Et on a aménagé le territoire pour la voiture individuelle. Donc on a construit une dépendance très forte, notamment dans les régions rurales, où il n'y a pas d'alternative. Je pense que vous faites référence à ça. Et du coup, les personnes ont souvent l'impression d'être piégées, c'est-à-dire on dépend de sa voiture au quotidien, il n'y a pas d'alternative, et on voit bien que ça pose la question de ce qui peut être engagé. Et donc sur les voitures, en fait, les leviers d'action, c'est par exemple des véhicules plus performants, aller vers leur électrification, et puis peut-être les remplir aussi avec le covoiturage, qui font partie des leviers d'action quand il n'y a pas d'autre alternative possible. Maintenant, je passe à l'avion. Donc l'avion international a été construit avec une fiscalité particulière. C'est un vrai problème, comme le transport maritime d'ailleurs. Ça ne relève pas uniquement des prérogatives des États. Et vous imaginez bien, si la France augmentait les taxes sur le carburant quand on fait le plein en France, les compagnies elles feraient le plein à côté en fait. Donc on voit bien que ce n'est pas une solution simple. Le transport aérien, il pose de vraies questions. Parce qu'autant pour la voiture, on commence à voir quel est le potentiel de décarboner en partie par l'électrification, même si ce n'est pas parfait, et qu'il y a des contraintes pour que ce soit bien fait. Le transport aérien, c'est une vraie difficulté. Donc d'abord, le transport aérien a essayé de vendre des crédits carbone. Ça ne marche pas. C'est tout un schéma qui a été fait pour faire croire qu'en plantant des arbres, on pouvait émettre par le transport aérien sans s'en soucier. Honnêtement, ça ne marche pas. Ensuite, maintenant, ils vont introduire une partie de carburant dit soutenable à base de biomasse, dont on voit que c'est compliqué sur l'approvisionnement en biomasse, pour faire semblant d'engager une décarbonation. Je caricature un peu, mais voilà, ça pose plein de problèmes techniques, c'est pas simple. Certaines compagnies non européennes en sont sorties, par exemple en Nouvelle-Zélande, parce que c'est compliqué de trouver l'approvisionnement. Après, en fait, les hypothèses, c'est par exemple d'utiliser d'autres carburants, éventuellement de l'hydrogène vert, ça va être très compliqué, c'est pas demain du tout, voire des carburants synthétiques qu'on va produire, mais qui vont utiliser énormément d'électricité décarbonée, énormément en fait, par rapport aux autres secteurs d'activité. Et donc on voit bien que c'est un secteur qui est un peu coincé, parce que à court terme, il n'y a pas de solution technologique, et le seul levier d'action efficace serait de jouer sur la demande, c'est-à-dire moins prendre l'avion. Vraiment. Alors, il y a l'avion travail, il y a l'avion loisir, et on a construit en fait des styles de vie où pour certains, ça fait partie d'une pratique fréquente, et pour d'autres, ça n'arrive jamais. Et donc, on arrive à avoir des ménages en France, par exemple des jeunes couples urbains, aisés, sans enfants, qui passent leur vie à prendre l'avion tout le temps. Et c'est ça leur grosse empreinte carbone. Et puis des ruraux qui sont contraints à utiliser la voiture au quotidien avec des revenus contraints. Et puis c'est la voiture qui pèse le plus. Vous voyez le contraste. Donc si on voulait être juste, moi personnellement, je pense, si on voulait être juste par rapport à ce qui est du nécessaire et du superflu, eh bien on taxerait davantage les billets d'avion d'une manière très claire. Mais la France dépend du tourisme et de l'industrie aéronautique. Un des rares trucs qu'on exporte avec l'alimentation, c'est les avions. Donc il y a des enjeux industriels et en termes d'emploi. Et d'autre part, il y a les enjeux de tout l'emploi créé par le tourisme, et notamment ce qui a été construit, de faire venir des gens de régions lointaines pour qu'ils puissent venir gentiment dépenser leur monnaie chez nous. Et donc on voit là les contradictions, je pense, fortes dans le secteur aérien, et notamment celles liées au tourisme. Et on n'a pas aujourd'hui de vision de quelle est la stratégie de tourisme française qui sera cohérente avec une baisse de l'empreinte et une baisse notamment du transport international. Voilà, c'est les éléments de réponse que je voulais partager avec vous. Dans le monde, en fait, il n'y a que 1% des gens qui prennent l'avion sur des vols internationaux. Et il y a un tout petit pourcentage des gens qui sont responsables d'une partie, quasiment la moitié, des émissions du secteur aérien. Et donc, si on avait des systèmes où on considère que voilà, c'est acceptable que les gens voyagent de temps en temps, mais qu'il y a une forme de quota ou d'augmentation de taxes au fur et à mesure de l'usage, ce serait juste en fait.
bonsoir. Ça fait réagir. Oui, bonsoir. Vous êtes passé rapidement tout à l'heure sur le fait que la France, bon, on polluerait moins, ça diminue apparemment les émissions, mais on fabrique beaucoup quand même à l'étranger, en Chine, en Chine en particulier. Vous en avez parlé, hein. Oui, oui. Et on rapatrie tout ça dans des porte-containers qui polluent énormément. Alors, si on intègre ça, est-ce que vraiment on pollue moins? Première question. Deuxième question. Oui, l'empreinte a diminué, mais elle a diminué notamment parce que nos propres émissions ont diminué. Et aussi parce que nos pays partenaires en Europe ont eu des émissions qui ont diminué. C'est-à-dire on n'importe pas que de Chine, hein, on a beaucoup délocalisé en Europe de l'Est. Et le fait qu'il y ait des évolutions de mix énergétique un peu en Europe de l'Est aide. D'accord. Deuxième question sur le nucléaire. Oui. Vous en avez parlé rapidement. Alors, est-ce que c'est réellement une solution? Toutes nos centrales sont en fin de vie, on va dire. Hein. Flamanville n'a pas encore démarré. Et on ne peut pas installer de centrales nucléaires en Méditerranée puisque l'eau est trop chaude. Oui. Les fleuves, avec les problèmes de sécheresse, on ne pourra sans doute plus en mettre non plus. Donc, est-ce que c'est réellement une solution? Sans parler de l'approvisionnement qui vient de pays pas toujours amis avec la France. Voilà. Donc moi, et je ne parle pas des déchets. Hein. Mon employeur est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Dans la partie recherche fondamentale qui va en fait de l'échelle de l'atome à l'échelle de l'univers en passant par le système climatique. Mais je dis ça par transparence, sachant que moi, je n'ai pas d'intérêt ou de compétences particulières sur le nucléaire. Donc ce que je peux en dire, c'est quand on regarde les analyses en cycle de vie, l'électricité produite avec le nucléaire, et notamment en France, elle est très décarbonée, et on le met dans le même paquet que l'éolien ou le photovoltaïque, dans le bouquet en fait énergie décarbonée, sachant que les autres sont intermittents, et que donc il faut bien pouvoir trouver quelque chose qui complète, qui n'est pas simple en fait, hein, c'est envisageable, avec beaucoup de stockage, à l'avenir, mais pour l'instant, la question est comment s'assurer d'une ligne de base en fait bas carbone en plus d'une montée en puissance, par exemple des renouvelables. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, les implantations potentielles de nouveaux nucléaires, elles se feront là où il y a de l'eau en abondance et fraîche, donc la Manche, le Rhône éventuellement. Ça, c'est clair, hein, ça n'est pas prévu ailleurs. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'il y a un temps de construction qui est très long, du fait, et c'est juste, des contraintes de sécurité qui fait que on a la phase actuelle de réacteurs construits en 2 séquences vieillissant en même temps, donc qui peuvent poser des problèmes de jouvence comme la corrosion qui a été détectée en même temps. Et ça, c'est très compliqué. J'ai un peu peur qu'on fasse la même chose en refaisant une série en même temps du même modèle. Et le secteur nucléaire dans le monde, hein, pas que en France, donc a 3 leviers d'action. Premier, c'est allonger la durée de vie des centrales, ce qu'on sait faire peut-être jusqu'à 80 ans, mais ça a un coût de maintenance. Deuxième chose, c'est les réacteurs très sécurisés type EPR, mais vraiment chers, et avec une ligne de base, on ne pourra pas les moduler, hein, ils fonctionneront. Et après, la troisième piste du secteur nucléaire, c'est des petits réacteurs modulaires. En gros, c'est un peu les réacteurs de sous-marins, enfin, je caricature un peu, hein, pour lesquels en fait, on peut avoir des coûts maîtrisés à base de production en fait, préfabriquée quasiment. Donc les pays qui sont les plus avancés, c'est la Russie, la Corée du Sud, puis les États-Unis, c'est compliqué d'avoir un secteur privé qui le fasse, mais il y a beaucoup de développement. Et là, l'idée, c'est que ce type de choses pourrait être utilisé en complément de renouvelables dans beaucoup de régions du monde qui n'ont pas les compétences, la gouvernance et tout le reste qui permettrait de produire en fait des grosses centrales nucléaires. Voilà. En gros, je résume ce que moi je lis pour ce secteur-là. Et donc, le Haut Conseil pour le climat, lui, ce qu'il a conclu dans le rapport « Tenir le cap de la décarbonation », c'est, au vu de l'incertitude sur la disponibilité d'un futur nouveau parc nucléaire, l'importance de continuer à monter en puissance sur les renouvelables. Et aussi, notamment, parce qu'on a développé des filières industrielles, emploi et tout le reste, éolien offshore, et que c'est important de garder ce cap-là pour ne pas perdre les filières, en fait. Hein. Sinon, c'est très simple, hein, les autres le feront pour nous. Hein. D'autres pays, d'autres industriels auront les compétences, et puis si on veut le faire, on sera obligé d'acheter ces compétences aussi. Oui, j'avais 2 petites questions à vous poser. Une question qui est liée aux compétences de l'agglomération, les agglomérations des compétences spécifiques liées aux transitions, en particulier aux mobilités. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est un élément important. On est en train de travailler le SCOT, le document d'aménagement un peu global. Et la projection que l'on fait pour 2100 sur notre territoire, c'est une augmentation de la température à plus 4 degrés. Oui. C'est le scénario qui a été retenu. Oui. Moi, je vous avoue que j'ai été surprise de ce plus 4 degrés. Je trouvais que c'était vraiment élevé. On retrouve un plus 4 degrés qui est un scénario... C'est la température moyenne métropole sur un scénario mondial à plus 3.
Voilà, à peu près. Je pense que ça se réchauffe un peu moins en fait le Morbihan que la moyenne française, mais c'est pas surprenant. Donc en fait, je me demandais si ça traduisait le fait qu'on actait le fait qu'on était sur une trajectoire et qu'on prenait pas les leviers à bras le corps. Je ne sais pas comment ça a été construit, mais en fait, c'est peut-être un exercice qui est similaire à la construction de la trajectoire de référence qui va être faite qui est faite, mais qui n'est pas publique. D'accord. Pour la France. Parce que du coup, l'aspect positif, c'est que du coup, on va se préparer à de vrais chocs. On envisage en effet un scénario où on va peut-être pouvoir travailler sur des risques et se préparer à des risques peut-être importants. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. En fait, ça va dépendre de l'échelle de temps. C'est-à-dire cette trajectoire-là, à long terme, elle va avoir des implications différentes. Si vous regardez, je sais pas, un bâtiment qui va avoir une durée de vie de 20 ans, 50 ans, ou un aménagement littoral qui, lui, est pensé dans une durée parfois plus longue. Et du coup, en fait, les implications ne seront pas les mêmes. Donc, les scénarios à horizon 2050, l'évolution de la température, elle est quand même plus contrainte. Et du coup, là, c'est sans regret de se préparer à cela, en se laissant la place de pouvoir faire évoluer si le réchauffement est encore plus important. Donc, c'est vraiment le séquençage des trajectoires d'adaptation qui est important dans chaque territoire. D'accord. Et juste une deuxième petite question aussi. Moi, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que on a des faits, on connaît les faits, on sait que la situation est grave. On connaît aussi les leviers, et vous nous avez parlé d'un certain nombre de chemins et d'actions à faire pour améliorer les choses, et pourtant, on a quand même beaucoup de mal à passer à l'action. Donc, il y a des blocages, je pense, à plusieurs niveaux, très certainement. Et comment donner envie aux simples citoyens qu'on est de réellement mettre de l'énergie, de quitter ce confort que l'on a, parce qu'on est quand même dans une vie qui nous amène, un mode de vie qui nous amène dans le mur, mais qui est confortable et qui a un certain nombre d'avantages. Donc, comment mettre en mouvement, comment rendre la sobriété sympa, une sobriété qui donnerait envie d'aller de l'avant? En fait, je n'ai pas une réponse simple, mais en fait, ce que l'on peut voir, c'est que d'abord, il y a des blocages par rapport aux valeurs enracinées des gens. Ça, c'est un point qui est important, et notamment en Europe. C'est-à-dire, ce qui a façonné nos choix de société, notre mode de vie, c'est une vision de la consommation croissante. Être un bon citoyen, c'est consommer. Ça a été construit dans les années 60, 70. On a tous grandi dedans. Et donc, c'est aussi comment on fait pour faire un petit pas de côté, sans culpabiliser, en se disant, à un moment donné, on a perçu que c'était ça le progrès, mais maintenant, on voit bien qu'on est sur des choses qui vont peser lourdement sur les conditions de vie à l'avenir. Et donc, s'interroger sur ce qui rend vraiment heureux, ce qui est vraiment indispensable, comment on vit bien tout en réduisant ses émissions, parce qu'il ne s'agit pas non plus de renoncer à ce qui permet de vivre bien. À l'échelle individuelle, il y a un site très bien fait de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat. Vous faites votre bilan carbone vous-même. Ça permet de se poser les questions sur les bases de faits, en fait, par rapport à votre façon de vivre. Qu'est-ce qui pèse le plus? Dans ma propre famille, nous, on a divisé notre empreinte par 2. On vit tout à fait bien, en fait. Mais ça a donné lieu à des discussions assez vives, je dois dire. Donc, parce qu'en fait, pour certaines personnes, il y a une aspiration à mettre en place tel levier d'action qui est pas acceptable pour d'autres. Donc ça, c'est intéressant aussi, je trouve. C'est-à-dire se mettre en mouvement, se voir comme une communauté de personnes qui agissent, et puis certains qui bousculent un peu les autres. Il y a le cadre professionnel qui est important. Donc, dans les laboratoires de recherche, il y a un cadre qui s'appelle Labo 1.5, où en fait, collectivement, on mesure, on rapporte nos budgets carbone, on réfléchit aux trajectoires d'investissement, on réfléchit à l'éthique, comment on favorise, par exemple, l'ouverture au monde des jeunes scientifiques quand les vieux comme moi peuvent rester derrière leur ordinateur. Voilà, des choses comme ça sont importantes, en fait, faire en sorte que ce soit bien pensé, que ce soit juste. Et le cadre professionnel, il est intéressant aussi. Puis la communauté scientifique, elle a les mêmes blocages que le reste, ou les mêmes dissonances. Du coup, c'est aussi un apprentissage intéressant de tous les discours qu'on peut vous faire qui font qu'on se met des œillères pour essayer d'évacuer sa propre capacité à agir. Il y a toutes les dynamiques de ville en transition, de quartier en transition, de mouvements citoyens. Là où j'ai vu vraiment des choses formidables, c'est sur des assemblées citoyennes, la Convention citoyenne pour le climat ou d'autres. On voit en fait que quand les gens collectivement délibèrent, malgré le fait qu'ils aient des métiers différents, des formations, des revenus, des croyances, des visions différentes, en fait, ils peuvent s'accorder sur des choses qui sont communes. Et puis après, faire des propositions qui soient partagées. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est que la plupart des individus
sous-estiment l'envie d'agir des autres. Ils ont l'impression qu'ils sont les seuls. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui collectivement paralyse. Vous êtes beaucoup ce soir. Tous mes collègues, en fait, les derniers mois, ont vu beaucoup de gens dans toutes les réunions publiques, des gens qui sont préoccupés, ou parfois en colère, qui ont envie d'agir, très inquiets du contexte politique actuel, et qui cherchent un cadre pour ne pas être seuls, en fait, pour donner sens à leur action. Et ce côté-là, il est important aussi. Et la petite musique de l'inaction, c'est vous faire croire qu'on ne peut pas. Vous faire croire qu'on ne peut pas changer, que c'est trop dur, que les autres ne font pas. Et donc, comment on fait pour donner à voir les choses qui avancent? Comment on fait pour montrer dans une région, dans un département, ce qui a permis justement de faire avancer les choses? J'ai compris qu'il y a peu de comparaisons entre départements. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des comparaisons, voir sur la partie transport, par exemple, ce qui a été testé ici ou là, ce qui a fonctionné, les limites? Quand j'avais discuté avec le secrétariat général à la planification écologique, ce qu'il avait dit dans les COP État-Région, c'est qu'il s'était rendu compte simplement en comparant les stratégies des uns et des autres qu'il y avait parfois des hypothèses complètement farfelues. Dans certaines régions, je sais qu'une région de France avait prévu de vendre plus de voitures électriques que le reste de la France. Bon, là, on voit en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas plausibles en fait, ou pas réalistes. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cet aspect-là, c'est-à-dire monter en compétences, s'assurer en fait de la plausibilité des trajectoires qui sont envisagées, puis montrer ce qui fonctionne en fait. Comment on surmonte des blocages, comment on crée une dynamique collective. Comment on fait des communautés de pratique, par exemple sur le vélo, ou d'autres aspects. Parce que c'est intéressant, il y a souvent... on ne sait pas faire autrement que la manière dont on se déplace habituellement, donc il faut apprendre à pouvoir le faire, et donc apprendre avec ceux qui le pratiquent, par exemple, c'est intéressant. Enfin voilà, donc il y a pas mal de pistes, je trouve, que les personnes présentes aujourd'hui dans les discussions qu'on a eues sur la biodiversité, sur les mobilités, ont partagé, ont exprimé en fait. Moi je trouvais que les témoignages des maires étaient particulièrement intéressants sur voilà, les blocages, mais aussi ce qui a été mis en place, la fierté de ce qui a été mis en place, de voir ce qui fonctionne. Et ça, il faut vraiment le donner à voir pour que ce soit quelque chose qui soit source d'émulation, je pense, d'inspiration. Moi, j'aurais deux questions. Donc, vous êtes une chercheuse vous travaillez principalement à partir d'outils qui sont localisés sur la région parisienne. Donc, moi, j'aimerais bien avoir une estimation en fait, des moyens, même de vos réseaux en interne. Comment votre laboratoire a cette puissance pour pouvoir travailler sur ces sujets-là et se rapprocher maintenant du Morbihan et sur des exemples très pratiques, comme le Golfe du Morbihan. Cet après-midi, le président Ronan Le Délésir a présenté le PNR, etc. Oui. Et pensez-vous qu'il y a suffisamment d'études en lien avec le changement climatique sur des secteurs comme le nôtre, et surtout dans les secteurs côtiers? Oui. Oh, vaste question. Donc mon laboratoire en région parisienne, il a une histoire depuis les années 60. Laurent Labéry en a été un des piliers, en fait. Donc on est à peu près 350 personnes, la moitié de non permanents. Donc essentiellement des jeunes scientifiques sur des projets européens, des projets nationaux et européens. On a aussi construit une fédération de laboratoires en Île-de-France, l'Institut Pierre-Simon Laplace, où on est à peu près 1000 chercheurs et enseignants-chercheurs, où on a mutualisé nos forces, notamment sur les volets études des climats passés, mais aussi modélisation du climat. L'outil modèle de climat, c'est une construction commune à beaucoup de laboratoires où chacun apporte ses compétences. Bon, c'est pas rigolo tous les jours, il y a des tensions, c'est normal. Mais le fait d'avoir des outils communs, des bases de données communes, des plateformes analytiques communes, c'est aussi ce qui permet de créer une force de frappe. Après, c'est compliqué pour nous d'interagir avec les collectivités locales. Je pense que c'est plus facile chez vous, par exemple. Vraiment. Il y a tout ce millefeuille en région parisienne qui rend les choses un peu compliquées. Et après, donc, la question que vous posiez, c'est comment est-ce qu'on peut mieux collaborer? Je n'ai pas une réponse claire. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'océan. Donc, j'ai interagi avec les collègues à Brest, avec les collègues à Concarneau à plusieurs reprises, dans différents contextes. Effectivement, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque en fait, de capacité d'études scientifiques dans de nombreux endroits tenus dans la durée. Et du coup, la question qui se pose pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer le côté science citoyenne, science participative aussi. Il y a beaucoup de personnes de bonne volonté dans les associations, parfois retraitées, qu'on pourrait aussi mobiliser, ou tous ceux qui aiment observer dans la plongée, dans
les acteurs professionnels. Et donc comment on fait aussi pour avoir des observatoires participatifs distribués? Ça peut être aussi ce qui permet d'augmenter en fait les capacités d'observation. Donc c'est tout le côté sciences participatives. J'y pense parce qu'en fait dans le comité d'éthique en commun de plusieurs organismes de recherche, on est en train de travailler sur cette question-là, avec tout le retour d'expérience de ce qui a été fait par le Muséum d'histoire naturelle, qui est vraiment formidable, sur un certain nombre d'aspects. L'observation des oiseaux, des insectes, sans la participation citoyenne, c'est très difficile. C'est plus compliqué en mer. Mais il y a certainement des choses à réfléchir, parce que les moyens de la recherche, vous avez peut-être vu les projets budgétaires, enfin franchement, ça ne va pas du tout augmenter. Et donc comment on fait pour démultiplier les capacités et s'assurer de la qualité des données? Je vois que ça en fait comme piste aujourd'hui. Et aussi comment on peut équiper certains bateaux, par exemple, sur des observations régulières en zone littorale, qui ne soient pas que les bateaux recherche. Ça peut être aussi intéressant. On a essayé de le faire sur d'autres thématiques avec des flottes privées en fait, qui peuvent avoir des résultats intéressants. Je vais sûrement bafouiller un petit peu parce que je n'ai pas trop l'habitude. Sans vouloir rentrer dans une polémique politique, et puisque 10% des émetteurs, des personnes émettent 40% du CO2, j'imagine que c'est 10% des plus nantis à travers le monde. Ça va un peu jusqu'aux classes moyennes plus, en fait, dans le monde, les classes moyennes européennes. Et donc, vu le climat politique qui se profile en Europe, il y a une étude de fait, j'imagine, sur la migration, les réfugiés climatiques, sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, parce que ça, on parle beaucoup. Alors, dans le monde, en fait, on a plusieurs types de déplacements de personnes. On a des déplacements contraints. Il y a une guerre, un conflit, des événements extrêmes, c'est un déplacement contraint. Et notamment en Afrique, les déplacements d'un pays à l'autre, de zones rurales à des zones urbaines, sont un vecteur de résilience. Une mauvaise récolte, on va chercher un complément de salaire et on revient. Donc ça, c'est un mécanisme très important de résilience en fait, de communautés rurales. Après, donc, quand on a des personnes qui sortent de la pauvreté, qui peuvent se cotiser pour permettre à des plus jeunes de se déplacer d'un continent à l'autre, eh bien, c'est ce qu'on voit. On voit en fait des familles qui se cotisent pour envoyer des personnes, ça coûte très cher, chercher des meilleurs revenus dans des pays plus riches. Et c'est ça le principal vecteur aujourd'hui de la migration, c'est l'absence d'opportunités économiques dans leur propre pays pour des personnes, on va dire, qui ont le goût de l'aventure un peu, et qui cherchent à avoir une vie meilleure ou, dans certains cas, à échapper à des persécutions. Dans un climat qui se réchauffe, est-ce que les caractéristiques climatiques vont augmenter les conditions propices aux migrations? Ça va dépendre des revenus des personnes. En fait, les endroits les plus pauvres, les endroits les plus fragiles, ça risque aussi d'être des pièges où les gens ne peuvent pas bouger et sont condamnés en fait à des pièges de pauvreté. Donc on peut le prendre de nombreuses perspectives, cette question des mouvements de population. Pas simple. Et autre chose, à propos des transports, est-ce que c'est bien 90 à 95% des transports qui sont faits par porte-containers? Alors, sur le transport maritime, en fait, ça pèse pas beaucoup en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça pèse beaucoup en termes de marchandises, mais c'est un transport qui est très performant au kilo transporté. Donc, au niveau mondial, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près comme le secteur aérien, autour de 3% à la grosse louche, chacun, par rapport à tout le reste. Et donc, c'est parfois choquant parce que les bateaux sont spectaculaires, mais en termes de poids sur l'empreinte carbone du produit, ça reste souvent faible. Et même sur l'alimentation, on estime que le transport, même à grande distance par bateau, c'est 5 à 15% des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation. Et là, ce qui pèse le plus, c'est le transport camion-frigo, en fait, qui est associé à une consommation plus élevée. Et la dernière chose que je veux dire, c'est le transport maritime. Vous savez à quoi servent la moitié des bateaux dans le monde? La moitié. Ils transportent des énergies fossiles. La moitié. D'accord. L'empreinte matérielle liée aux énergies fossiles, elle est colossale en fait. Et les voitures électriques? Oui. Après, je donne le micro. La voiture électrique, on dit que c'est quand même producteur de beaucoup de gaz à effet de serre.
Parce qu'on ne compte pas l'électronique qu'il y a dans la voiture. Alors, une voiture classique, pour la faire, l'électronique aussi, c'est 5 tonnes de CO2 pour faire la voiture. Et après, c'est 30 tonnes quand vous brûlez du pétrole dans votre voiture tout au long de sa vie. Ça fait, pour une voiture moyenne, 35 tonnes de CO2 tout au long de sa vie. Que en gaz à effet de serre. Donc, il y a la masse, le matériau, pétrole, extrait, transformé, raffiné, amené jusque chez vous, brûlé, qui pèse assez lourdement mais qu'on ne voit pas et qui change le climat. Si vous prenez une voiture thermique équivalente, moyenne, pas un tank, avec une batterie moyenne, en fait la voiture c'est 5 tonnes, peut-être un petit peu plus parce qu'elles sont un peu plus lourdes. La batterie à la production en termes de gaz à effet de serre c'est à peu près 2 tonnes. Et puis si on prend de l'électricité comme on a en France, c'est quasiment rien. L'empreinte carbone de l'électricité, on va dire 1 tonne. Et donc en tout, 5 plus 2, 7, plus 1, 8. J'arrondis 10 tonnes gaz à effet de serre avec le recyclage pour la voiture électrique. Donc on compare 35 à 10. C'est pas zéro. Donc ça réduit d'1 tiers les émissions du transport. Ça réduit d'1 tiers. Mais c'est plus d'empreintes à la production et moins à l'usage. Et dernière chose, les énergies renouvelables et les véhicules électriques, ils vont permettre de réduire l'empreinte matériaux parce qu'ils vont permettre d'utiliser beaucoup moins d'énergie fossile. Par contre, ils vont tirer à la hausse le besoin de cuivre, le besoin de nickel, le besoin de lithium essentiellement, d'aluminium je crois, et puis pour les électrolyseurs, le graphite il me semble. Et donc on va avoir davantage besoin de ces matériaux-là pour la transition. Mais en masse totale, ce sera moins, parce qu'on utilise énormément de quantités d'énergie fossile. Mais ce n'est pas parfait. D'où l'enjeu de s'assurer d'avoir la production de ces métaux, de ces terres rares et tout le reste, dans les meilleures conditions sociales et environnementales, et aussi de pouvoir au maximum recycler après leur utilisation dans les batteries ou dans les autres dispositifs. Et le pétrole, le gaz et le charbon, ça on ne peut pas recycler. On brûle, on change le climat et on acidifie l'océan. Concernant l'eau, est-ce que la technique de désalinisation est une fausse bonne idée écologique ? Alors, dans certains contextes, quand vous avez une énergie abondante et que vous vous moquez des émissions de gaz à effet de serre, type pays du Golfe, ou que vous avez beaucoup d'électricité photovoltaïque, et donc une abondance d'électricité, c'est perçu comme une des possibilités pour ajouter une production d'eau potable dans des contextes hyper contraints, hyper tendus. Donc des pays très arides, des îles par exemple, qui n'ont pas tellement de sources possibles d'approvisionnement. Donc le coût environnemental, c'est la consommation d'énergie qui est très élevée, puis éventuellement rejeter des saumures selon la manière dont on le fait sur le littoral. L'Académie des technologies avait fait un rapport sur les nouvelles technologies pour l'eau. En regardant ça, en regardant aussi la réutilisation d'eau usée et d'autres possibilités technologiques. Et la conclusion, c'était maîtrise de la demande. L'intégration dans l'ensemble des stratégies de soutenabilité en France métropolitaine, c'est maîtrise de la demande. Et donc, on retombe sur la question de pourquoi on a besoin de l'eau, notamment par rapport à la demande d'irrigation, pour quelle culture, pour quelle alimentation, d'où la question système alimentaire et ses transformations. Juste, on s'excuse d'avance, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, il va falloir arrêter vers 22h30. Donc on a le temps d'en prendre encore un petit peu. Bonsoir. Merci pour l'intervention. Merci pour l'intervention et pour vos travaux. On est en France, pays des libertés, et on a parlé tout à l'heure de la répression des mouvements écologistes. On entend aussi la petite musique dans les médias des scientifiques qui sont militants. Voilà, je trouve que le discours, des fois, est pessimiste, surtout dans des médias de plus en plus privés. Est-ce que vous n'avez pas une inquiétude avec la montée des populismes, du manque de moyens qu'on va vous donner, peut-être de la voix qu'on vous donnera moins? Ou est-ce que c'est juste le chant du cygne des climato-sceptiques et puis, en fait, fatalement, les gens vont ouvrir les yeux? Ou est-ce qu'on ira vers un don't look up un peu généralisé, quoi?
Alors, moi, je pense que certaines personnes qui ont des revenus extrêmement élevés, n'ont pas du tout envie de changer leur style de vie, ont bien conscience qu'ils ont un style de vie absolument insoutenable et ont à leur disposition des moyens d'action colossaux, y compris en achetant des médias multiples, de sorte à créer des distractions aussi, créer d'autres sujets de tension, jouer sur les boucs émissaires. Et c'est pas mal, ça permet de détourner l'attention des enjeux de transformation profonde de société, de répartition meilleure, par exemple, des richesses et de réorientation de priorités communes. Voilà, c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, je vais être très explicite. Vous regardez les médias du groupe Bolloré, vous regardez le traitement des sciences du climat, c'est catastrophique. C'est micro ouvert à la désinformation, à l'expression d'opinion. Quelqu'un qui regarde ces chaînes ne peut qu'en sortir en se disant c'est un complot, on veut me prendre mon propre argent et il n'y a aucun intérêt à faire cette transition. Voilà. Et ça, ces méthodes de désinformation, on les voit partout, on les voit aux États-Unis, on les a vues au Royaume-Uni. Ensuite, dans tous les pays du monde où il y a eu des mouvements populistes, on va dire type extrême droite, parce qu'il y a aussi des populismes d'extrême gauche, donc partout où il y a eu des mouvements populistes d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir, en général, ils n'ont pas été très encourageants sur la recherche académique. La liberté d'expression, il y a eu en fait très souvent des mécanismes, même d'autocensure dans les institutions publiques, freinant en fait la libre expression des chercheurs, même en Australie d'ailleurs, qui est une démocratie. Et enfin, dans les politiques publiques, quand on a eu des régimes populistes d'extrême droite, en général, ça a entraîné la destruction en fait du droit de l'environnement qui avait été construit patiemment précédemment. Vous pouvez aller regarder par exemple aux États-Unis sur la Columbia Law School, l'école de droit de l'Université de Columbia à New York, qui avait fait un observatoire de la dérégulation environnementale sous Trump 1 et qui avait suivi dès le lendemain de son élection le programme qui avait été mis en œuvre pour torpiller le droit de l'environnement, la protection des espaces naturels, détruire la stratégie de décarbonation au maximum qui avait été engagée par Obama tièdement avant, etc. Voilà, donc c'est comme ça. En Suède, même chose. Retour en arrière sur un certain nombre d'ambitions, d'actions par rapport à l'environnement. Première chose qui a été faite lors de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Suède. Même chose aux Pays-Bas d'ailleurs, actuellement également. Voilà. Donc ça, c'est une constante. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans les débats publics, tout est fait pour ne pas faire en sorte, au moment des élections, que le sujet de la protection de l'environnement, du bien commun et tout le reste fasse l'objet de débats, en fait. C'est même exclu, en fait, des débats. Pour moi, ça, c'est un enjeu majeur dans la vie démocratique. Donc, interpeller les journalistes politiques, interpeller les élus, faites entendre vos voix, en fait, parce que celles des scientifiques, elles comptent assez peu. C'est l'ensemble de la société qui compte dans ces contextes-là. Bonsoir, merci pour la conférence. Moi, j'avais une question qui concerne plutôt le facteur démographique qui serait pris dans ces divers scénarios. J'ai pas eu pour l'instant l'impression que ça avait été pris en considération et de savoir à quel point ça avait une influence sur cette modification du climat. Merci. Alors, l'équation la plus connue, c'est l'équation de Kaya, qui en fait explique ce qui tire à la hausse ou à la baisse les émissions de CO2. Donc c'est population, l'évolution démographique, fois la richesse par personne, PIB par habitant, fois la quantité d'énergie qu'on utilise par unité de richesse produite. Donc ça mesure l'efficacité énergétique d'un pays, fois le CO2 par unité d'énergie, c'est-à-dire le mix énergétique, est-ce qu'il est carboné ou décarboné. Et en fait, l'augmentation de la population, plus l'augmentation de la richesse par personne, bien sûr, ont tendance à tirer à la hausse la consommation, mais c'est contrebalancé dans les pays qui se développent par des gains d'efficacité et par un découplage, en fait, consommation d'énergie CO2. Donc dans les pays où il y a une baisse des émissions, c'est notamment ça que l'on observe. Et dans le monde, en fait, les émissions de gaz à effet de serre par personne ont déjà diminué, en fait. Le pic est déjà passé depuis un moment. Après, ce que je peux dire dans les scénarios socio-économiques qu'on utilise, donc nous, on les utilise simplement au sens de quelles émissions vont faire agir sur le climat. Dedans, en fait, il y a des narratifs. Et donc les narratifs des scénarios qui mettent le curseur sur la soutenabilité, c'est en fait on augmente le niveau d'éducation,
on renforce par exemple les systèmes de santé et on renforce les systèmes de protection sociale. Et c'est ça en fait qui permet d'avoir la maîtrise démographique. Et dans ces scénarios-là, ce sont ceux qui ont l'évolution de la démographie mondiale qui se stabilise le plus tôt, mais qui peuvent avoir aussi une augmentation de la richesse par habitant plus forte dans un développement très soutenable. En fait, on sort les gens de la pauvreté plus efficacement que dans d'autres types de développement. Donc c'est assez contrasté. Et la vision, en fait, uniquement tirée par la démographie, en fait, elle ne reflète pas le poids de la consommation par personne, hein, qui est le facteur aujourd'hui qui pèse le plus. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut aussi dire que l'évolution démographique, elle se ralentit dans le monde. Et on a quelques pays où, notamment, il y a eu un effondrement des systèmes de santé, un effondrement de l'accès à l'éducation, et qui maintient en fait des poches de grande pauvreté avec beaucoup d'enfants par femme, mais qui est une des conséquences aussi de ce manque d'accès à des infrastructures de base. Je ne vais pas vous faire le tableau des femmes afghanes, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, notamment. Et donc la démographie, c'est aussi le résultat de ces aspects-là. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question. Donc, on a parlé de la transition écologique. On connaît plein de mesures qui permettraient de mettre en route cette transition écologique. Mais il y a quand même quelque chose. Est-ce que c'est vraiment compatible? Donc, par exemple, on a parlé d'utiliser moins la voiture, etc. OK, donc on a parlé de plein de mesures. Mais ce qu'on ne parle pas, c'est des mesures structurelles, parce que notre gouvernement, notre politique, notre économie, elle est basée sur... toute notre croissance économique, elle est basée sur la consommation. Donc, on parle de... Tout le monde a envie, je pense, d'avoir un téléphone ou d'avoir une voiture qui dure très, très longtemps. Sauf que notre économie, elle n'est pas du tout... Elle est basée sur consommer. Donc, elle est basée sur... Justement, on veut qu'à un moment, on en rachète un nouveau. Donc, est-ce que c'est... J'ai l'impression, en fait, que ce n'est pas compatible avec le modèle de notre société. Donc, est-ce qu'on peut arriver à avoir cette transition écologique tout en gardant notre modèle de société? Parce que clairement, on n'a pas envie d'en changer et les politiques, là, ils n'ont vraiment pas envie d'en changer. Alors, en fait, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là, mais c'est notamment à des spécialistes de l'économie du développement, de la prospective économique, qui construisent, par exemple, en ce moment, des travaux vraiment intéressants, alors qu'on peut appeler, je ne sais pas quel est le mot à utiliser, post-croissance, en fait, et qui disent, voilà, nous, on peut travailler sur... des schémas de développement où on ne met pas le curseur uniquement sur la croissance du PIB, mais sur d'autres indicateurs dans lesquels on rentre de la sobriété, y compris par exemple en surface habitable par personne, enfin de choses de ce type-là, d'équité. En fait, quel est le modèle économique associé à ce type de trajectoire? C'est financé par des projets de recherche, ERC ou autres, dans des pays voisins. Ça fait l'objet de réflexions qui sont intéressantes parce que jusqu'à présent, il y avait un manque de cadre d'analyse de ce type de développement. On peut aussi se dire que les modèles de développement des démocraties scandinaves, des social-démocraties, sont intéressants sur des inégalités réduites, des démocraties qui fonctionnent relativement bien, des indicateurs de satisfaction des personnes, je pense au Danemark par exemple, qui peuvent être intéressants. Et souvent, ce sont les sociétés qui se sont fixés les objectifs les plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et moi, j'ai bien aimé aussi lire en fait des réflexions un peu prospectives qui regardent en fait les différentes manières d'aller vers la neutralité carbone. Donc il y a un ouvrage qui s'appelle Carbon Democracy, c'est-à-dire comment on le fait pour réfléchir aux déterminants de la construction de nos démocraties qui sont venus notamment des luttes sociales dans les mines liées aux énergies fossiles, mais qui ont changé les rapports de force aussi, qui ont permis de construire une partie de l'organisation des États que l'on a dans nos démocraties. Et donc c'est intéressant de voir en fait comment ils réfléchissent, ces penseurs, à ce que peut être une démocratie post-carbone dans son organisation, etc. Et on a aussi d'autres personnes qui se disent mais est-ce qu'on ne va pas vers, dans le modèle en fait des manias de la tech, vers quelque chose qui serait extrêmement technocratique, avec énormément de poids à ces grandes sociétés internationales qui sapent en fait les états de droit habituels et qui seraient associés à des sociétés peu démocratiques et très inégalitaires. Et je pense que ça, c'est les questions de fond. Et tout à l'heure, je parlais des populistes et j'ai oublié de dire une chose, le grand mensonge. En fait, le grand mensonge, c'est de dire aux gens « je vais vous protéger »
et de ne pas aborder la question de l'adaptation au changement climatique. Et le deuxième grand mensonge, c'est de parler de la souveraineté nationale et de ne pas parler de la dépendance atroce que l'on a avec les pays d'où on importe, notamment les énergies fossiles. On l'a vu avec la Russie de Poutine. Les importations du Proche-Orient, elles se font dans des contextes géopolitiques compliqués. On n'a pas toujours les mêmes valeurs. Et puis alors, je vous laisse imaginer si Trump 2 se réalise, la dépendance au gaz naturel liquéfié américaine, bon courage. Voilà. Donc Valérie, je